Ok, bienvenue sur le Cabaret Club, le hors-série spécial Spanabis. Donc on est à Barcelone, c'est moi Be Labeu et qui est Major Lazeb. Je suis accompagné de mon acolyte Mugen. Je le laisse se présenter. Mugen le druide, vidéaste, podcasteur. Et voilà, on a fait un hors-série pour la Spanabis 2023. Exactement. À ma gauche, Steph, l'honneur du club, la Crème Gracia, qui nous fait l'honneur justement de nous recevoir ici. Je te laisse te présenter. Président du club La Crème Gracia depuis 4 ans maintenant peut-être, mais ça fait 7 ans maintenant que je manage le club. Donc voilà, pas mal de choses à dire dessus, mais bon, je vais répondre aux questions le mieux possible. Gabriela, Sierra Fontecilla. Bah oui, c'est difficile, je sais. Non, pardon. Pardon par mes accents. Pas de souci. Donc du parti la Luz Verde. Exactement, on a un parti politique pour la légalisation du cannabis. Si je suis avocate et spécialisée dans le cannabis pour la défense des agriculteurs et aussi pour faire des projets légaux. Et bon, on va voir comment je peux vous informer un peu de la situation en Espagne et internationale. Et candidate à la mairie de Barcelone. Bah oui, exactement. Récemment, on a décidé de se présenter parce que les autres partis politiques n'arrêtent pas de faire des propositions, mais rien est concret. Et on voit qu'on va à l'arrière et pas vers l'avant comme le reste du monde. Alors, c'est incroyable. Wow. Bravo. Et la légende Dominique Brock. Dominique Brock, donc le petit poussé qui a osé défier l'État français et ouvrir la porte et mettre le sujet sur la table des Cannabis Club. Oui, alors merci de l'invitation. Effectivement, en 2012 en France, on a lancé sous la forme de désobéissance civile les Cannabis Social Club, un modèle européen, comme c'est pas tout à fait le même système qui a été mis en Espagne, puisque c'était beaucoup plus petit, mais c'était une façon de s'autoriser l'autoculture pour éviter de soutenir l'économie souterraine, arrêter cette hypocrisie, puisque la France, nous aussi, on n'avance pas. On a 5 marches arrière, nous, en fait. Donc, on est très en retard. Ouais. En termes de présentation, tu es sur actuellement, tu représentes l'association Le Cirque. Le Cirque, voilà, depuis pleine restructuration, c'est ça. Le Cirque, post-Covid, on a eu quand même une grosse chute d'un coup de mou. On a renouvelé le bureau. On a relancé le cirque. Le cirque, il a toujours existé, mais était vraiment au ralenti. Là, depuis octobre, j'alimente le site internet. Je participe à la remontée du cirque avec un projet qui est quand même de rassembler en France le militantisme, mais aussi au niveau européen, parce que la vague verte, elle arrive en Europe. Et je pense qu'avec toutes l'Espagne, l'Allemagne, Prague, tous ces pays, la Malte, on aurait plutôt intérêt de s'unir pour bouger le cul à l'Europe. Ça bouge partout, parce que maintenant c'est bien beau de nous dire toutes les manières, Dominique, on va revenir là-dessus pendant l'interview. Exactement. Je pense qu'on va avoir le temps, une bonne heure devant nous, voire plus, pour que tu puisses étayer justement tout ça et ton parcours. Ouais. Ce que je propose, c'est de planter le décor. Moi, je vais m'allumer ce petit pétard, en profiter, parce que c'est pas tous les jours que nous on peut profiter en fait de ça. D'une telle législation. Donc on va se dire qu'on est dans le futur en France, voilà, et que c'est légal. Mais non, on est en Espagne et donc je propose que Gabriela nous plante un peu la situation, nous présente le modèle espagnol, ce modèle un peu utopique qui a réussi à éclore ici et nous présenter à nous et tous les téléspectateurs, les internautes et internénettes. La réalité du cannabis en Espagne. Merci. C'est un peu compliqué parce qu'on a les Spanabis, par exemple, où on voit une industrie qui n'arrête pas de grandir. Tu peux tout acheter pour cultiver, pour faire des extractions. Il y a des cannabis clubs, il y a des cannabis clubs. Mais la réalité, en fait, en Espagne, c'est que les cannabis clubs maintenant sont considérés illégaux. Ils sont criminalisés. Il y a plein de personnes qui sont en train de commencer des procès judiciaires. Il y a des gens qui sont en prison. Alors, c'est vraiment pas le paradis. On est dans une situation très mauvaise, en fait. Et les gens ne le savent pas vraiment, parce qu'il y a une hypocrisie très grande. Mais la réalité, c'est qu'en Espagne, maintenant, les associations sont criminalisées.
Les gros aussi, ils n'avaient jamais eu des problèmes, les gros shops. C'est des magasins, ils vendent des produits qui sont complètement légaux. Maintenant, ils sont aussi criminalisés et ils ont des amendes millionnaires qu'ils ne peuvent pas affronter. Alors, ils leur obligent à fermer avec ces amendes. Les cultivateurs de CBD en Espagne, ils sont accusés de narcotrafic. Désolée pour mon français, hein, je fais un peu c'est comme très bien, je c'est veux. très bien. Waouh. Ils sont accusés de narcotrafic, comme s'ils vendaient de la drogue, quand il n'y a pas de drogue dans les plantes de CBD. Il y a un pourcentage très petit qui ne peut pas être considéré stupéfiant. Alors vraiment, en Espagne, c'est la criminalisation du cannabis. Mais pourquoi ? C'est ça ce qu'on se demande. Il y a une culture cannabique très importante en Espagne. Alors c'est des intérêts économiques. Bah, surtout qu'il y a une hypocrisie parce que finalement le système bénéficie de l'organisation des cannabis clubs qui évite qu'il y ait de la criminalité justement dans les rues, que ça se répande, du marché noir. Exactement. Et exactement. derrière ça, elle met quand même à l'amende les activistes en fait et les gens qui font ce travail quoi, pour la société. Ah Pour oui. que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'accro. Ça a été légalisé quand en Espagne, la consommation à usage récréatif? Non, ce n'est pas légalisé. En fait, on va parler de ça si vous voulez. Ce qui est permis, c'est pas légal, t'es permis de prendre toutes les drogues que tu veux chez toi, dans un D'accord. espace privé. Alors, on peut, par exemple, le club, c'est un espace privé. C'est pas un magasin. C'est de tous les membres de l'association. Alors, comme espace privé, ici, on peut faire la consommation. Ça continue comme ça. Même s'ils ont perdu leur licence et ils peuvent pas faire donner du cannabis, on va dire, l'espace de consommation, ça reste légal parce que c'est un espace privé et toute la base est ici. On peut, si vous voulez, je vous explique un peu l'origine des clubs. Ça a commencé dans les années 90 parce qu'en fait, il y avait un gros problème avec l'héroïne en Espagne. Très gros. Et c'est vrai, ça commence ici, les cannabis clubs. Alors, il y avait beaucoup de gens qui mouraient avec l'héroïne ou qui les tuaient parce qu'en fait, on sait, tout le monde sait qu'on leur a fait passer des différentes doses d'héroïne pour faire un nettoyage, ce qui était brutal, mais je ne vais pas rentrer dans ça. L'histoire de la drogue en Espagne, c'est très dur. C'est pour ça qu'il y a encore une très grande stigmatisation. Les gens ont peur à cette époque des années 90. Alors les juges qui étaient connectés avec la réalité sociale comprenaient que ces pauvres gens qui avaient des problèmes avec la drogue, ce n'étaient pas des criminels, c'était des malades en tout cas. Alors au lieu de les punir, ils ont décidé de les pardonner et leur donner des aides pour aller au docteur, etc. Alors un groupe de consommateurs d'héroïne ou d'autres drogues qui avaient des problèmes avec la criminalité passaient à avoir un problème de santé. Alors, ce n'est pas une loi, mais en Espagne, si vous avez si tu fais de la jurisprudence, il y a des décisions des juges qui sont pareilles, on a 3 des tribunaux supérieurs, ça devient loi. Alors, il y a eu plusieurs juges qui ont dit, écoute, un groupe de drogadicts qui utilisent la drogue, ce n'est pas des criminels. Alors, un avocat très intelligent qui s'appelait Ramon Los Santos a pensé si la marijuana qui était dans la même liste que l'héroïne, maintenant on l'a changé, non? Heureusement, maintenant on reconnaît qu'il y a de la médecine, mais avant c'était la même chose. Héroïne ou marijuana, c'était la même chose. Je dis, si c'est la même chose, alors qu'est-ce qui se passe si un groupe d'addicts au cannabis se réunit pour consommer et produire ensemble? Alors les juges ont dit, oui, c'est vrai. Et c'est comme ça, l'origine de tout, des cannabis clubs, c'est ici. Aux années 90, désolé, je parle comme en Belgique. Ah, c'est bon. 90, 93, ils ont commencé à faire ces cannabis clubs qui étaient vraiment petits aussi parce que c'était des petits groupes. Et après, ce modèle, il a grandi, et on a eu C'est un juge en Catalogne. en toute l'Espagne. Oui, mais c'était- cette association, elle était catalane. C'est le berceau un peu de l'histoire des cannabis clubs, c'est en Catalogne. Catalogne et le Pays-Bas. Parce Et qu'en le fait, on Pays-Bas. est différents, nous. Hein. Ok. Oui, c'est pour ça que... si, les Pays Basques, bien sûr, désolé. Euskadi, on va le dire comme eux, ils diraient, parce qu'ils ont leur propre langue. Alors, Euskadi a été toujours des premiers aussi avec la Catalogne, parce qu'en fait, on pense un peu différent en Espagne. Il y a différentes cultures. Alors, c'est des différents modèles aussi, parce qu'en Euskadi aussi, ils faisaient beaucoup d'alimentation avec les cannabis clubs. D'accord. C'était un peu différent, mais oui, c'est aussi des pioneros. Ils ont commencé avec ça aussi. Le nord d'Espagne, on va dire, tout le nord. Et du coup, qu'est-ce qui, selon toi, a changé par rapport au début de la naissance de ces clubs à aujourd'hui, la situation qu'il y a maintenant? Il y a eu des décisions, j'imagine, qui ont été prises, qui ont changé un peu. Bon, ces clubs, il était vraiment secret, ces petits clubs. D'accord? Alors, personne vraiment les connaissait. Moi, j'habite ici en Espagne, j'ai connu les clubs
2012-2013. D'accord, c'était vraiment confidentiel, quoi. Oui, c'était très confidentiel. Alors, il y a eu certaines personnes qui ont pensé, ça, c'est une solution. Ce modèle, il est bon. Ça peut aider beaucoup de personnes. On va le faire, non pas plus ouvert pour que tout le monde puisse accéder, mais plus ouvert pour que les personnes qui consomment aient vraiment une solution. Alors, il y a des personnes qui ont commencé à faire des clubs un peu plus avec des activités culturelles, avec des concerts, avec des docteurs, avec des conférences, et qui permettaient d'aider beaucoup plus de gens. Il y a eu aussi un avocat, Martí Canavas, qui a eu une idée et est parti à un village en Tarragona, Rasquera, et il a fait une proposition de faire une cultivation pour un cannabis club. Il a fait ça très public. C'était le début un peu, non, que tout le monde a commencé à connaître ces clubs dans tout le monde, et beaucoup de gens sont venus ici, et alors on a eu le boom, qui était un problème aussi parce qu'il y avait trop de clubs partout. Et le modèle a perdu un peu le concept. Alors, on a un modèle très commercial maintenant. Et pour moi, personnellement, ce n'est pas un problème. Mais il faut comprendre que le modèle de Cannabis Club, c'est un modèle social. C'est un modèle qui n'est pas commercial, où tu ne peux pas vraiment faire de l'argent pour toi-même. C'est de l'argent pour le club, c'est de l'argent pour les gens, pour faire des projets. Il faudrait aussi faire des licences pour que les gens puissent vendre du cannabis. Ça serait des magasins. Moi, je suis pro ça. Mais c'est des modèles différents. Alors, le problème maintenant, c'est que le modèle social, il est utilisé de n'importe quelle façon. Les juges ont vu ça aussi. Et ils ont dit, écoute, ça, ce n'est plus un petit groupe de consommateurs qui partagent le cannabis. Ici, il y a des gens qui font des business. Et ça ne rentre pas dans ce modèle. Et ils ont commencé à faire des décisions contre les cannabis clubs. Et maintenant, les vrais cannabis clubs sociaux qui respectent ce modèle, bah, ils ont perdu la sécurité juridique qu'ils avaient. Parce que maintenant, les décisions sont contraires au cannabis club. Et c'est là un peu le problème. En fait, la loi, finalement, elle est en pleine... Enfin, elle est amenée à évoluer dans le temps avec les usages, avec... comment les gens s'approprient ce nouveau club associatif, on va dire. Ça marche un peu comme une association au final. C'est une association. C'est ce qu'on appelle, nous, les associations. C'est une association culturelle de base. Après, on a travaillé beaucoup de... Tu veux dire quelque chose, Stéphane ? Ouais, on ne peut pas faire de bénéfices, finalement. Donc, on peut investir sur des projets culturels ou des concerts. Après, ça dépend, en fin de compte, de l'état d'esprit du président. Ou de la direction en général. Nous, on se sent obligé d'aller vers des projets culturels. Donc dès qu'on fait un peu d'argent, ce qui est assez rare, mais bon, dès qu'on arrive à en faire, on le place automatiquement, rapidement. Donc ça nous permet de nous dégager un peu de l'image stigmatisante du cannabis d'une certaine manière. Parce que comme il y a énormément de commerce à Barcelone, ça peut poser des problèmes avec le voisinage, enfin plein de choses. Ouais. Donc nous, les projets culturels nous apparaissent un peu comme une fenêtre vers laquelle on peut se diriger. On peut toujours avoir des problèmes, mais ça nous paraît plus éthique par rapport à ce qui se passe, par rapport à la législation actuelle. Mais bon, c'est déjà très bien. C'est déjà un espace qu'on peut occuper pleinement. Donc après, le cannabis, c'est encore un problème qu'il faut... ça va encore pas mal d'années, je pense, devant nous. Donc je pense qu'il faut être patient en tant que direction de club et attendre, mais toujours être actif à la fois, quoi. Donc, mais est-ce que ça fait pas un peu peur, toi, ces changements juridiques qui peuvent apparaître quand tu présides un club et que tu te lances quand même dans c'est une aventure humaine est-ce que ça te fait pas un peu peur ? Tu te dis peut-être dans un an tout change et du coup ouais, il peut y avoir énormément de stress à des moments parce que moi ça fait 7 ans que je suis dans le club, on a déjà vécu des moments critiques où on pensait que le club n'allait pas survivre, n'allait pas passer l'année. Mais bon, en même temps, je pense qu'il faut essayer les gens qui se lancent dans ce genre de mission, je pense qu'il faut avoir énormément de patience et bon, faut pas lâcher l'affaire. Il ne faut pas être paralysé par le danger ou par tout ça, parce que sinon on va tout simplement rien faire, on va abandonner et se diriger soit vers un autre pays ou un autre métier. Donc nous on est patients et puis on essaie de gérer le stress de la manière possible. Et puis on est aussi aidé par des avocats, par des gens, par des associations. Donc on ne se sent pas isolé, on sent aussi qu'il y a une dynamique à laquelle on a envie de participer. Donc je pense pas que ce serait le bon moment de quitter le bateau et de mettre son énergie ailleurs. Donc on fait le dos rond et puis on continue à travailler. Voilà. Et puis on a des projets et puis ces projets nous permettent un peu de voir l'avenir d'une manière un peu plus claire, un peu moins sombre qu'en France.
où les choses Sont totalement congelées dans le passé. Et, donc voilà, donc il y a quand même de l'espoir. Et c'est sur ça, on s'accroche à ça, quoi. Je voulais poser une autre question aussi, c'est sur... Enfin, on n'est pas dupes, les gens savent très bien qu'il y a des touristes qui viennent à Barcelone et en Espagne globalement pour consommer du cannabis. Comment ça s'organise par rapport au club? C'est quoi les vraies lois à respecter ici quand on est touriste? Bah, nous, la politique, c'est d'avoir des locaux. Voilà, donc ce serait un mensonge de dire qu'on n'a jamais fait rentrer de touristes, mais on n'a jamais fait de promotion dans cette optique-là. Je veux dire, nous, notre club, c'est à 98% de locaux, quoi. Après, il y a des amis à nous qui viennent, c'est très dur de leur refuser l'entrée, comme Ben ici, qui a travaillé ici il y a quelques années quand même. Et donc voilà, la politique, nous, c'est que des locaux. Après, il y a plein de directions qui voient les choses différemment et qui sont à 95% de touristes. Voilà. Ok. Donc... Tu voulais... Oui, je voulais ajouter, de toute façon, on a fait beaucoup de travail d'investigation. On a parlé avec l'officine de tourisme parce que eux, ils ont vraiment un contrôle très spécifique des touristes, des types de touristes qui arrivent. Et je peux vous dire qu'il y a aucune différence maintenant, où ça fait 10 ans, des touristes de cannabis. Ils ont toujours venu ici. L'unique différence, c'est qu'avant, ils allaient au puerto, ils allaient au port, ils cherchaient dans la rue, il y avait Marché plein noir, ouais, voilà. Et c'est tout. C'était le marché noir partout. Et maintenant, ils ont la chance qu'ils peuvent aller dans un espace qui va y avoir de la qualité, où ils vont être sûrs, où ils vont avoir des informations. Alors vraiment... On a quand même loupé, oublié de parler vraiment du modèle de base Oui. qui, comme tu as précisé, en fait, c'est pas de la vente. Donc, en fait, c'est un programme participatif de cultivation. Oui, bon, parce que... surtout- L'état d'esprit, en fait, Oui, c'est participer à un programme de cultivation exactement. pour pouvoir On partage les coûts. au prorata du nombre d'associés. d'associés, de Ça, c'est socios, le membre, comme le on dit membre, ici en France. Donc le club se doit, le programme, le but, la mission, c'est de pouvoir fournir assez de grammes pour chacun des socios et s'organiser sur l'année et éviter justement ce trafic et que ça Oui. s'étaye sur les rues ou que les gens aussi aient un endroit. Tout le monde ne peut pas fumer chez soi. Ça fait partie aussi de l'intimité, ou même il y a un côté social, un truc qu'on n'a pas en France où justement c'est une autre culture, un autre usage finalement du cannabis. On sait qu'en France le cannabis on est les premiers consommateurs en Europe, il me semble. Oui, c'est ça. Ah, la République tchèque sont quand même devant. Donc sur le modèle espagnol. Oui, c'est un modèle qui a été reconnu internationalement, qui s'est exporté, qu'il est plus ou moins en Uruguay, il est en Suisse, il est dans beaucoup de pays. En Malte aussi, ils voulaient le mettre. À Malte, ouais. En Tchèque République aussi, on est en train de travailler pour le légaliser. C'est un modèle intéressant parce que c'est un modèle social. Alors, ça donne une solution au moins à un certain groupe de personnes. Pour moi, la autocultivation, c'est le plus important. C'est le droit vraiment à le faire toi-même ou le faire avec tes amis. Parce que peut-être des gens n'ont pas l'espace, n'ont pas les possibilités, n'ont pas les connaissances. Alors, on est ensemble, on partage tout et on consomme tout ensemble. Mais la réalité, c'est que maintenant, il n'y a pas de sécurité juridique pour le faire en Espagne. Les clubs, maintenant, qu'ils choisissent de le faire, ils peuvent avoir vraiment des gros problèmes. Alors maintenant, les espaces de consommation, plus ou moins, sont assurés parce que c'est un espace privé. Mais les cultures collectives, ils ont des difficultés. On peut les défendre quand même parce que c'est la même chose, non? C'est une culture collective, on va tous les partager. Ouais. C'est légal, mais c'est criminalisé. Et aussi, une chose qui me semble intéressant de préciser, c'est que on a le droit de cultiver 3 plants. Non. 3... Non, tu peux cultiver tout ce que tu vas consommer pour toi-même. Mais okay, il faut savoir, il faut pouvoir le montrer. Le justifier. Le justifier, oui, merci. D'accord. Par exemple, moi, j'avais un couple ils étaient vieux, ils avaient beaucoup de problèmes d'arthrose, alors ils faisaient des crèmes, ils avaient un petit laboratoire. Ouais. Et c'est vrai que la culture, elle est partie un peu de leurs mains. Alors, ils avaient une très grosse culture, mais parce qu'ils n'avaient pas calculé, parce que ce n'étaient pas des professionnels. D'accord. C'est pas des professionnels. Non. Eux, ils m'ont dit non, mais nous, on a mis quelques graines. On pensait pas que ça allait tout fonctionner. Après, on avait un parking énorme. Ils avaient vraiment une culture énorme. Mais de toute façon, c'était pour faire des extractions.
Alors, c'est pas si grand, si grand. Bon, ils ont eu un petit problème, la police est arrivée, mais ils payaient l'électricité, ils faisaient tout correctement, ils avaient leur jubilation, bon, Ils étaient à la retraite. oui, la retraite, merci, ils avaient leur retraite, alors ils avaient pas, c'était pas leur business, c'était vraiment pour leur crème. Alors, on a pu le défendre et on a gagné. Mais bien sûr, d'abord, ils ont été criminalisés, non? Il faut penser, le tribunal constitutionnel reconnaît la consommation personnelle jusqu'à 25 grammes par jour. Ouais, On est là. c'est large. Ouais, ok. C'est large. Ça va, il est. Bah, pour faire de l'extraction, pour avoir 2,5 g d'extraction, il faut à peu près 25 grammes de... Ouais, c'est 10% Ouais, de à peu rendu près, ouais. Donc, ouais. quand t'es bon. Ouais, ouais. Donc si t'es malade, ça peut sembler... Non, non, c'est... ça peut sembler correct. Non, Pour certaines personnes, certaines maladies, c'est... Ouais, en fait, ça Non, prend c'est en clair. compte les différentes utilisations Exactement, du cannabis. ouais, ouais. Donc, Bien finalement, sûr. ouais, c'est- une extraction, ouais, c'est ça correct. prend plus. Ça Ouais, fait oui, pas grand-chose en extraction. Les gens qui en ont besoin comme antidouleur, leur faut des doses qui peuvent nous paraître hallucinantes à nous, quoi. Mais bon, c'est un autre usage. Exactement, et eux, ils avaient vraiment leur lab et vraiment l'utilisaient médicalement. On a fait, avec les docteurs, ils ont fait un certificat et aussi on a eu des professionnels qui ont certifié qu'avec cette quantité, on pouvait faire ce type d'extraction, c'est tout. Oui, c'est vrai que le cannabis, c'est stigmatisé. On pense que au côté récréatif, mais c'est Moi, j'ai énormément de personnes qui viennent ici pour ça. de plus en plus reconnu, ouais, d'un point de vue médical. Ah ouais, j'ai Donc, pas mal de gens qui ont des cancers, qui viennent ici, des gens en chaise roulante. Je pense qu'il y a bien 15-20% des gens qui viennent ici pour pas pour le côté récréatif, quoi, mais parce qu'ils souffrent véritablement Je vois leur parcours en plus quand ils sont opérés, quand ils maigrissent, quand ils récupèrent, quand ils reprennent du poids. Donc on les voit ici. Donc moi, parfois, ça me gêne un peu parce que je suis pas du tout docteur. Je suis pas du tout, et donc j'ai des gens qui ont des maladies très sérieuses et c'est délicat pour moi de gérer ce genre de choses. J'aimerais bien qu'il y ait des structures plus adaptées que nous. Mais bon, voilà, on va pas refuser à ces gens-là de venir ici pour ça. Mais bon, il y a des petites peurs aussi de... Mais je sais de toute façon qu'en Catalogne, il y a beaucoup de médecine alternative, on croit, même aux énergies, il y a un côté, il y a une culture, même, les herbes, c'est l'automédication. Est-ce que c'est prescrit, le cannabis en Espagne? Non, les docteurs peuvent faire un certificat où ils disent que toi, tu as une maladie, où il y a des études qui disent que de la consommation de cannabis t'aide, mais ils ne peuvent pas vraiment prescrire. Il y a des médicaments enregistrés qui ne sont pas trop bons. En fait, les utilisateurs ne l'utilisent pas, même quand on leur donne. Et ça, ils peuvent le prescrire, mais seulement pour quelques maladies. Et quand tu es vraiment à la fin, ils ont tout essayé, ils ont détruit ton corps et après, ils te donnent... quelque chose qui vient du cannabis. En fait, on est en train de travailler à niveau régulation. Il y avait une subcommission du gouvernement qui avait promis qu'il allait légaliser le cannabis médicinal en Espagne, mais bon, on attend toujours. C'est toujours plus facile de vendre du diazépam que légaliser une plante. Alors, ça, c'est l'Espagne. Mais oui, il y a beaucoup de thérapies naturelles, mais elles sont poursuites aussi en Espagne. Il y a un cultivateur d'Estevia qui a été accusé aussi de... Oui, Estevia, ça même pas de drogue. Alors vraiment, les plantes naturelles, c'est compliqué. Okay. La pharmaceutique a beaucoup de pouvoir. On ne peut pas faire du cannabis, mais les pharmaceutiques, ils ont reçu des nouvelles licences. Il y a beaucoup de nouvelles licences. On fait du cannabis du médicinal en Espagne, mais pour dehors, pas pour ici, pas pour... Pour l'exportation. Ouais. Exactement. Ouais. Est-ce que vous pensez que le lobby pharmaceutique ou même le lobby du tabac, c'est un peu le grand ennemi de la culture du cannabis? Le grand ennemi, ouais, en tout cas, oui, sans doute, d'une certaine manière. En tout cas, je ne sais pas si on peut le désigner comme le principal ennemi, mais oui, il fait partie de ce panel un peu d'adversaires naturels depuis très longtemps. Donc, parce qu'on a vu des grands groupes de pharmaceutiques aux États-Unis investir dans l'industrie du cannabis. Oui, je pense qu'en ce moment, un peu partout, il y a des gros investissements qui sont faits. Il y a des sociétés au Portugal qui font pousser énormément d'herbes et ils revendent tout ça pour faire de l'extraction à des grands groupes. Ouais, il y a des licences, même en Angleterre, je crois, il y a eu des histoires assez marrantes où le mari de l'ancienne première ministre, qui était un commissaire, c'est lui le principal actionnaire de la seule société qui a une licence en Angleterre pour exporter.
Donc ouais, il se passe des choses assez cocasses. Dominique, tu seras inspiré sur les prohibitionnistes qui, Et les policiers qui investissent dans le cannabis. qui investissent dans l'industrie du cannabis. Ah ouais, Tu l'apprécies? ouais, j'apprécie terriblement. C'est pour ça que j'avais mis les Cannabis Social Club avec le mot social que j'y tenais beaucoup, quoi. Mais bon, c'est triste, mais c'est vrai qu'on le voit, ce développement du business autour du cannabis. Cette vague verte qui a démarré aux États-Unis, elle arrive en Europe et ils arrivent en force. Le marché allemand, il n'est pas encore en place, qu'il y a déjà plein de deals, businessmen dessus. ouais. Et ouais, c'est triste, mais bon, c'est justement en gardant le concept des petites associations qu'on arrivera à exister au milieu de ces requins qui arrivent. Et on a intérêt de se défendre parce que c'est des requins, c'est des Le pire serait que les gens soient dépossédés totalement. Alors- Qu'il y ait des grands groupes, c'est une chose. Après, qu'on soit tous dépossédés totalement de cette matière, serait dramatique. Je Et pense. bien justement, on parlait de l'Espagne, de comment ça se passait ici. Quels sont les autres modèles dans le monde où on est, quel est l'état du cannabis actuel dans le monde et quels sont les autres modèles intéressants ou les autres problématiques qu'ils peuvent rencontrer? Il y a le modèle américain, qui est un des plus anciens maintenant quand même, avec le programme médicinal dans les années 90. C'est pas légalisé fédéralement, il y a encore, mais bon, il y a des avancées quasiment tous les 2 mois. Il y a un État qui légalise soit le médicinal ou le récréatif. Après, il y a le Canada où là c'est légalisé fédéralement, donc c'est dans toutes les provinces. Tu peux traverser les frontières avec une certaine dose sur toi. Après, chaque province au Canada peut gérer un peu comme il veut sa légalisation. Je sais des bœufs d'État, c'est ça? Ouais, c'est un très mauvais système en fin de compte qui a laissé la place à des grands groupes. Enfin, tout est hyper certifié, normé. C'est très dur pour quelqu'un d'arriver avec une nouvelle génétique, de la mettre sur le marché. Donc a priori, il n'y a que des grands groupes qui puissent le faire. Ils ont des dispensaires, mais on peut pas consommer sur place. Donc c'est un peu comme des petites pharmacies. Donc je sais que les Canadiens sont... Et puis il y a énormément de taxation. Je sais que les producteurs canadiens sont pas du tout contents. Ils trouvent que pareil, les gens ont été dépossédés. On peut pas cultiver culture c'est pas si facile que ça. Donc eux, ils sont un peu dégoûtés. Ils trouvent que ça a été trop régulé. Après, il y a l'Uruguay, où c'est encore un autre système, où les ventes se font au travers des pharmacies, avec des génétiques limitées. Donc là, on continue de traiter les gens. Comme le Canada. On traite encore plus les gens comme des... tu vois, c'est au travers des pharmacies, donc pas comme des malades, mais des gens... Presque ça, donc il commence à y avoir des clubs aussi. Ça nuit un peu la culture, justement. Ouais, je pense qu'il y a des milliers de passionnés du cannabis qui cultivent, qui font avancer, en fin de compte, la recherche d'une certaine manière. Parce qu'un gars passionné, ça va très vite. Et donc c'est dommage qu'on puisse se couper de tout ça. Et que... Donc voilà, il y a plein de systèmes. Je pense que tu pourras en parler un peu mieux que moi, parce qu'il y a... Ça commence, il y a à Malte, il y a en République tchèque. Ça avance en fait. Ouais. Brésil aussi maintenant est très intéressant parce qu'ils ont commencé aussi avec les associations de consommateurs médicinaux et ils ont permis aussi l'exportation pour les gens qui sont malades. Alors ça commence aussi. Et il ne faut pas oublier Israël non plus. Ouais, non, c'est Au clair. niveau médicinal, c'est des premiers qui ont commencé. Et aussi c'est important, je crois, aujourd'hui de penser à Raphaël Mechoulam qui est décédé cette semaine. C'est vraiment une personne très importante, non, qui a vraiment travaillé dans l'investigation du cannabis. Il est ici dans le... Sur la fresque. Sur la fresque, merci. Ouais. Alors, je crois que c'est... Il nous regarde. Que vous voyez apparaître à l'écran en ce moment même. Il y a beaucoup de gens, non, qui ont travaillé beaucoup pour... Il y a l'Afrique du Sud, d'ailleurs, aussi. Oui. Ils ont des cannabis clubs là-bas aussi. Les Daga Social Club. Donc Daga, c'est cannabis dans la langue zoulou, je pense. Et on a eu la chance d'avoir l'initiatrice. Oui, Myrtle, qui fait partie de ce fameux Daga Couple qui avait traîné le gouvernement. Enfin, ils avaient porté plainte contre le gouvernement sud-africain. Et il y avait eu un procès retentissant qui avait duré 12 ans, qui s'appelait The Trial of the Plant, donc le procès de la plante. Et ça a duré 12 ans. Ça a été très long, ça a été coûteux.
mais ils sont arrivés au bout de leur processus. Et donc maintenant, il y a des cannabis social club, mais je pense que c'est un peu aussi comme en Espagne, comme en Catalogne. C'est une tolérance, c'est pas encore écrit vraiment dans les textes, mais bon, c'est effectif. Donc c'est déjà un bon pas. Donc elle était là sans son mari qui a été tué dans une attaque, je pense, dans le club, un braquage. Donc il y a à peu près un an. Donc elle est venue sans son mari. Donc c'était pour nous un honneur de l'avoir dans le club. Et ils sont sur la fresque. Ouais, ils sont sur la fresque de Mossy Giant. Donc la grande histoire du cannabis. Et ouais, c'était très, 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 très bien de l'avoir. Une personne très douce et qui a accompli déjà pas mal de choses. Donc ouais, ça bouge un peu partout. On va voir. On va continuer à lutter, quoi. De toute façon, ça avance, même si on est dans une mauvaise situation en Espagne. C'est vrai aussi, il y a beaucoup de débats. Et il y a eu la société a déjà dit, la majorité veut la légalisation. Il y a eu 4 propositions de loi qui ont été en débat dans le Parlement ou le Congrès. Alors même si ça n'avance pas, au moins socialement, ça avance. Alors les gens sont convaincus que les cannabis clubs, c'est une solution et la légalisation doit arriver. Ok, et d'ailleurs, qu'en est-il du parti La Lucia Verde? Donc le programme, donc ça protège sur les lois, ça se concentre sur les lois cannabiques. Complètement. Mais est-ce que donc vous êtes là pour faire un bras de fer et représenter, enfin voilà, faire peser votre poids pour vous rallier en fait directement à un parti politique, ou vous avez d'autres idées sociales pour le peuple, parce qu'avec le cannabis même, donc on peut tout faire au final, donc on pourrait changer le monde. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton programme, enfin voilà, faire le tour? Bah oui, nous, on peut être en train de travailler avec les politiques, ça fait plus de 15 ans ou 20 ans. Il y a des amis qui travaillent déjà. Alors, on voit que les politiques vont pas prendre le cannabis comme la priorité. On comprend, ils ont beaucoup d'autres trucs à travailler, à tenir en compte. Alors, nous, on a décidé de centrer seulement au cannabis parce qu'on croit que vraiment c'est une solution. Il faut légaliser. Le cannabis, il est dangereux. Ça affecte pas seulement pharmaceutique parce qu'on peut faire des vêtements, de la construction, des combustibles. Il est vraiment dangereux pour beaucoup d'autres industries. Alors, nous, on a pris le cannabis parce que les différents consommateurs sont de droite, de gauche, de centre, d'en haut, d'en bas. Alors nous, on ne veut pas se centrer dans les différentes idéologies ou dans les différentes classes sociales. Nous, on sait que légaliser le cannabis, c'est une solution, il faut le faire, et on choisit ça simplement. Et on priorise avoir la communication, surtout. Vraiment avoir l'opportunité d'informer les gens. Et quand tu participes, par exemple, dans la politique, tu as la possibilité d'aller en télévision, de faire des interviews, de parler avec beaucoup de personnes, faire de la pression et de leur enlever des votes. Nous, on n'est pas des politiciens, on est des infiltrés. Nous, on veut seulement faire du bruit et les embêter beaucoup parce que ça leur embête. On leur a forcé à faire 4 lois parce qu'on a présenté la nôtre. Ils ont dit, ah non, mais ces gens, ils vont vraiment le faire. Alors, on va commencer à faire voir qu'on fait quelque chose. Alors, ils commencent à faire des présentations de loi, des commissions, à y travailler parce qu'on fait de la pression. Luz Verde, c'est simplement ça. Faire de la pression jusqu'à pouvoir avoir notre objectif. Une fois c'est légalisé, nous, on disparaît. On n'a aucun intérêt à rester en politique. Je voulais savoir, sans rentrer dans des détails trop juridiques et trop techniques, comment c'est possible que une consommation d'un produit soit tolérée et que de l'autre côté, sa cultivation, c'est illégal? Non, tu peux cultiver pour toi-même. Oui, mais il faudrait articuler les deux en fait nécessairement pour que ça se passe bien dans tous les cas et que les gens qui travaillent et qui passent leur temps dans cette industrie ne craignent pas la loi en fait. Oui, mais bon, c'est dangereux pour d'autres intérêts parce que si nous, on peut facilement faire une plante qui peut vraiment nous faire sentir bien, qui peut nous guérir et les pharmaceutiques doivent payer beaucoup d'argent pour faire des investigations et tout, alors ça leur convient pas. Ils veulent leur gâteau pour eux. C'est tout. C'est vraiment une hypocrisie. Il y a aucune raison légale. Oui, ou peut-être genre une espèce de... comment dire... une subtilité pour garder une souveraineté. C'est sous le coup de la loi, les gens s'organisent et puis voilà, ceux qui posent vraiment problème, on peut les balayer facilement et sinon on ferme les yeux sur si ça se passe bien et que ça s'organise et que ça joue le jeu quoi. Mais est-ce que c'est pas ça l'hypocrisie de l'État plus
du moins ici en Catalogne. Honnêtement, je crois aussi qu'il y a beaucoup d'ignorance. Parce que quand tu entends les arguments des politiciens au Parlement, alors là, il n'y a plus rien à dire. Et de l'idéologie aussi, je pense. Exactement. L'idéologie, c'est ce qui freine. La morale. Voilà, Et en la France, morale. C'est un peu les tabous, garder un oui, peu oui, les exactement, tabous exactement. d'une société Conservatrice, conservatrice, traditionnaliste. Exactement. À chaque fois, on fait face aux mêmes écueils. Hein. Et c'est européen, ce problème, il est sur tout le continent quasiment. Ah ouais. Nos politiques ne connaissent rien, ils prennent des décisions sans rien connaître. Ils ne s'adressent pas aux professionnels que sont les usagers de drogue. On les prend pour des délinquants, des malades, tout ce que l'on veut. Mais ceux qui sont les principaux acteurs de la législation, la solution, elle est dans les usagers. Ceux qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent. Parce que si on va s'adresser à des gens qui n'y connaissent rien, on aura des décisions qui ne vaudront rien. Et c'est le problème des politiques, c'est qu'ils parlent, ils connaissent absolument pas le problème. Et on voit en Espagne les propositions qui ont été balayées par le PDEMOS, c'est quand même, voilà, ça fout les boules, quoi. Ils passent à côté de choses parce qu'ils ont idéologiquement, ils sont bornés. Et idéologiquement, ils sont complètement bornés, en fait. Bon, ce qui est intéressant avec l'histoire de la prohibition du cannabis, c'est comment les gens sont dépossédés totalement du débat. Totalement. Et le problème sera géré ailleurs. Donc ça fait des décennies que ça dure. Et ce phénomène, il est assez intéressant de voir comment les gens peuvent être totalement écartés de tout débat. Médiatiquement, Non, tu veux aussi, dire, ouais. même politiquement. Il se passe la balle, quoi. En fait, exactement. sur le fil de la balle, chacun, ce ce sera pas nous, on regarde, on observe. exactement. Et ouais, je pense que peut-être que toute la politique est gérée de cette manière, pas seulement le cannabis. Donc ce serait bien que les gens puissent un jour rentrer dans l'arène et pour pouvoir parler, qu'on prenne en compte un peu leur position. Mais C'est ça ce me qu'il paraît faut. un peu C'est la seule solution. Alors, de toute façon, là, je pense qu'il serait temps de rentrer justement un peu sur le sujet au niveau de la France. Est-ce que justement la politique aussi, est-ce qu'elle n'est pas hyper freinée de manière à mieux contrôler en fait ce système et de le faire rentrer lentement directement dans un modèle capitaliste, tu vois, et que ça soit directement orienté dans les pharmacies ou dans les tabacs, comme on a pu le voir avec le CBD. Là en France, faut s'attendre en France à un truc dans ce style-là, bien sûr. Oui. Enfin, la grande tradition française. Donc je refais quand même un focus sur toi. Donc toi, tu es un jeune jardinier. Tout à fait. De 53 ans. Du 3-7 représentant voilà, j'étais un en Tourangeau. 37 effectivement avant, maintenant je suis dans 86 et à Poitiers. t'es un peu un super héros, t'étais donc jardinier le jour et t'avais tes petites filles, tu t'occupais de tes plantes, jardinier la nuit aussi. Et tu distribuais donc à des malades autour de des membres toi, du club. Alors un peu comme Stéphane, j'ai été surpris de voir que dans les clubs qui se mettaient en place, parce que bon, il y en a eu qui ne sont jamais déclarés mais qui ont fonctionné, on voyait arriver des malades. Donc effectivement, du coup, on produisait aussi pour des malades. Donc autant cultiver quelque chose de propre. Et c'est ce petit modèle qu'on avait mis en place. On savait que c'était niette en France. Par contre, on avait décidé, avec un groupe d'amis, de lancer cette action de désobéissance. Parce que moi, en tant que membre du cirque, je défends les cannabistros qui sont en point de vente. À la limite, ça ressemble plus à un coffee shop. Et le Cannabis Social Club, c'est plus le droit à l'autoproduction. Parce que pour moi, je me base surtout, c'est pour le droit de l'autoculture. Et tout le monde ne peut pas cultiver, comme tu disais tout à l'heure. Il y a des gens qui n'ont pas l'espace de cultiver. Il y a des gens qui n'ont pas la santé pour cultiver. Donc du coup, c'est là que les malades reviennent, se rapprochent des clubs parce qu'on va leur produire. Le knowledge aussi, les connaissances. Oui, les connaissances. Voilà. Et puis la fibre. Voilà. Et donc, quand on a lancé ce modèle-là, c'était sur la base aussi de ce que proposait Encodes, qui avait fait nos voisins espagnols. Alors moi j'étais plus du côté basque, parce que j'avais été voir les clubs côté basque et pas trop côté Barcelone au début. Et donc du coup le modèle qu'on a monté en France était un petit peu calqué sur ça, sauf qu'on avait mis des règles pour éviter justement que ça dérape. C'était qu'un membre du club, c'était que par cooptation qui pouvait rejoindre le club. Et après, il fallait que les membres du club l'acceptent. C'était des structures que j'avais à l'époque limitées à une vingtaine de membres, qui pouvaient être revus bien sûr, mais une vingtaine de membres, je trouvais que c'était plus facile à gérer. On savait qu'on se connaissait, c'était vraiment un groupe d'amis. Je préférais avoir des multitudes de petits clubs, mais que ça puisse pas générer d'abord des grosses quantités de drogue, parce que le marché noir est là, et le braquage, c'était quelque chose que j'avais pensé, parce qu'on sait qu'on fait pousser de la bœuf, forcément. Déjà,
les vols dans les jardins, c'est quelque chose qui est courant, très 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 courant. Ouais, une fois que ça c'est. Ouais, c'est une nouvelle pratique. Alors que si l'autoproduction était un droit, que tout le monde puisse s'autoproduire, déjà le produit n'aurait pas flambé comme ça. Donc quelque part, merci le gouvernement avec sa prohibition qui permet à l'économie souterraine de faire monter le pognon, de s'équiper en tout ce que l'on veut, en armes, en tout ce qu'on veut, grâce à une loi qui est bien plus dangereuse que le produit. Le cannabis en lui-même, il n'a jamais fait de mort, et ça, il faut qu'on me prouve le contraire. Et puis si je dis un mensonge, qu'on m'attaque en justice. Mais pour l'instant, le cannabis directement, naturel, n'a jamais fait de mort. On ne peut pas en parler on ne peut pas dire autre chose. La prohibition, elle en a fait bien plus que ce que le cannabis a fait. Et pourtant, on sait qu'un produit, quand il est prohibé, c'est incontrôlable. On a vu avec l'alcool aux États-Unis, on a vite perdu le contrôle de la prohibition, mais elle n'a pas duré aussi longtemps. Le cannabis, ça fait 53 ans qu'on le laisse dans la main, aux mains, on le fixe sur une économie souterraine qui aujourd'hui pète dans nos quartiers, en France, Marseille. Et ce sera très très dur de c'est de très s'en dur. débarrasser On maintenant. les a laissés s'implanter, puis la prohibition, ça génère la corruption. Dès qu'on voit bien des flics, des grands flics, les Denéret, des grands flics connus de France qui se retrouvent inculpés dans des trafics de drogue. C'est la corruption des juges qui sont impliqués dans du La trafic plus de drogue. grosse histoire, même Voilà. En France, il y avait ce grand commissaire divisionnaire. Néret Non, pas Néret. Ah non, oui. Non, ouais. Je vois qui tu veux dire. Tu te rappelles de ce gars-là? Non, non, c'est- à Lyon, c'est Néret. C'est Néret, ouais. C'était à Paris, cette histoire Oui, je- où, avec Hollande, il est venu, Voilà. 7 tonnes qu'ils avaient découvert dans C'était leur indique. un parking à Aix-Almont. C'est Et l'indique. puis on avait découvert que toute cette histoire faisait partie d'une plus grosse histoire encore, où des grands flics français, le top du top, avaient importé 40 tonnes de drogue, soi-disant, pour faire tomber des dealers. Voilà, Donc, soi-disant. Mais ça fait beaucoup de dealers. C'est la drogue qu'eux-mêmes. Ouais. Mais bien sûr. Mais Au four et au moulin, quoi. qu'ils avaient acheté avec. four et au moulin, quoi. Et c'est pour ça, quand on voit que les Et cette décisions histoire, qui elle a sont été prises- totalement étouffée. Elle continue d'être étouffée. Et puis voilà. On n'en parle pas. Exactement. On n'en parle pas. Puis après, on en fait un film qui est vraiment hallucinant, Bac Nord. Ouais, Bac Nord, où ils ont. on voit ça, c'est de la carrément- propagande. C'est de la propagande, incroyable. propagande Ils ont essayé raciste, de FN, quoi. Ah oui, racheter totalement cette complètement. division corrompue. c'est une jusqu'à honte. là. Et ce film, c'est une propagande. Exactement, ouais. C'est pas leur faute. Ouais. Enfin, Ah non, ils sont victimes, ils sont tombés ils sont parce victimes. qu'ils aimaient trop leur travail. Voilà, ils étaient. C'est ça. C'est vrai que c'est pas connu pour être un chef-d'œuvre ce film. Ah non. pourtant, Si, ouais. ça Il est dépend pour- plébiscité, Pour la ce palme film. de. Très publicité, La palme propagande. de... merde. Ouais, je sais pas quoi là. Faut le dire. C'est un chef-d'œuvre pour l'extrême droite française. Exactement, Ah ouais, exactement, je suis C'est d'accord. vraiment le. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, l'extrême droite française, n'a pas manqué d'éloges vis-à-vis de ce film. Donc c'est voilà. Ouais. Ouais, ça a été- On a les c'était- soutiens qu'on mérite. Ah oui. Ouais, ça a été Soutien de sponsorisé par les syndicats de police, sans doute. Et le cinéma français. Non, mais bon. Nos grands acteurs. Ouais, donc la France, c'est clair que dans les quartiers, c'est un gros C'est problème. ça. Ça sera un très gros problème le jour où ce sera légalisé ou dépénalisé. Ouais, bien sûr, parce qu'il y a une économie qui en Ouais, mais c'est ce elle est qu'elle. énorme. Moi, ça me fait penser au début des favelas au Brésil. Ouais. En fin de compte, il y a une sorte de favela ici. Ouais, enfin, Ouais, tu peux inventer des mots. Ouais, mais je pense, ça me fait penser au Brésil, ouais. La Ouais. France de plus en plus avec des gros quartiers qui vivent avec. Qui en le vivent, trafic. mais on le sait. Alors tu vois, justement, moi j'ai déjà eu l'occasion de participer à des groupes de rencontres, des gens qui veulent soit s'implanter en France ou des Français qui veulent développer le business, un peu, qui veulent Ouais. ouvrir les pipelines par le CBD. Ah, mais ça, c'est autre chose. Oui, enfin, mais Ça, faut pas se Oui, on va mentir, pas les parler gens du en fait CBD. sont juste prêts, se tiennent prêts à la légalisation du THC. Ben justement, en moi France, tu vois, ils l'attendent aussi. Je Ben, pense pas qu'ils sont naïfs là-dessus. moi ça me fait peur. Hein. Voilà, donc tu vois, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Et je le couple au sujet là actuel Ah ouais, avec ouais. les quartiers, tu vois, et un peu l'environnement que la politique a créé. Donc tu vois, ces zones de non-droit, les gens qu'on a laissé faire le sale boulot parce qu'il y a toujours l'offre et la demande, tu vois. Voilà. Et le danger, si ça part direct dans le côté business capitaliste, c'est de mettre de côté ces gens-là. Est-ce que ça pourrait, moi, de mon point de vue, ça empirerait les choses
ça mettrait ces gens encore plus sur le carreau, au lieu de faire des priorités en fait sur ces zones où les gens se déplacent, par exemple déjà pour acheter leurs produits, essayer de organiser en fait ces gens-là et les éduquer un peu et enfin voilà, être un Mais peu faut en tenir compte. tu vois, il n'y a pas que Faut les pas- virus qui sont contagieux, Non, mais- il y a aussi la culture. Mais ça c'est quelque le- chose qu'il faut la tenir bienveillance. compte. Hein. C'est une réalité qu'il faut tenir compte. Et là, je vais reprendre un exemple que je trouve formidable, c'est ce que fait l'État de New York aux États-Unis, où justement, c'est le grand l'exemple que je pardon. pensais. Ouais. Et C'est ces gens-là qui C'est les vivaient gens qui ont été condamnés. exactement. On leur a donné les premières. En priorité, on leur a donné les Voilà. licences. Ouais. Donc ça, beau, c'est ouais. quelque chose qui marche. Et que quand j'entends Moretti, il y a même pas un mois de temps de ça, sur une radio européenne, je ne sais plus laquelle, qu'il était là pour parler des prisons françaises et que le journaliste a poussé sur la question du cannabis et qui a balayé d'un revers en disant que vous croyez Moretti. Moretti. Ah non, le journaliste Dupond-Moretti. Dupond-Moretti. L'avocat, le ministre. Voilà, ce truc de... Voilà. C'est ça, lui, hein, c'est pas autre chose. Et quand tu l'entends dire que ça marche pas, c'est Non, pas... non, 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 on n'en est pas pour lui, ni pour... C'est quoi enfermer les violeurs, libérer les stoners. Voilà, exactement. C'est des présumés coupables, en fait. Ils sont présumés innocents, mais au même titre, ils peuvent être présumés coupables. On ne peut pas les accuser, mais ils peuvent l'être. Donc, Moretti, il n'y a pas très très longtemps, qui balaye d'un revers le journaliste qui disait mais aux États-Unis, ils favorisent les gens qui ont un casier judiciaire et qui... Pour lui, c'est pas possible. Les dealers vont pas accepter ce marché-là, c'est pas vrai. Alors que partout, ça a marché. Partout, on a légalisé. Maintenant, on a du recul. Les États-Unis, ils ont du recul. Le Canada, on a que 5 ans de recul, mais c'est positif. La délinquance, elle a diminué. Donc, ils ont réussi. Le Canada, depuis peu, commence à jouer sur l'économie souterraine. C'est-à-dire, ils n'ont pas éradiqué, mais ils l'ont quand même bien freiné. Et du coup, il y a de plus en plus... Ils ont revu leur politique, ils avaient mis des tarifs beaucoup trop chers. Ils ont corrigé la ligne. Et ils arrivent à rebaisser. Et les États-Unis, au fur et à mesure, parce que c'est plein d'États. Alors là, on parlait tout à l'heure du Canada avec les modèles différents. Les États-Unis, c'est encore pire. 21 États ont légalisé le récréatif et le médical. Il n'y en a pas de pareil. Et le meilleur modèle que je trouve actuellement en place, c'est celui de l'État de New York, où justement, le droit à l'autoproduction, pour moi, c'est le droit essentiel qu'il faut absolument que... Ça devrait être universel, ça. C'est-à-dire qu'on a le droit de cultiver nos tomates, on ne nous dit pas combien de tomates on a le droit de mettre dans le jardin. Si tu veux mettre 500 pieds de tomates dans ton jardin, tu auras le droit de les... Ça dépend de la taille du jardin. Voilà, la taille du jardin, il compte. Mais tu auras le droit de produire autant de kilos de tomates que tu veux. Ce que tu n'as pas le droit, c'est d'en faire le commerce. Si tu veux faire le commerce, il y a d'autres règles à préciser. Ce serait du travail au noir. Voilà, ce serait du travail illégal. Mais tu as le droit de faire autant de pieds de tomates. Alors pourquoi on va nous dire aujourd'hui, vous avez le droit à 1 pied de bœuf, 2 pieds de bœuf? Non. Tu vois, moi, papy faisait du calvados en Normandie, parce que ma mère est normande, tu vois. Voilà. Il y avait un savoir-faire, Un tu voleur. vois, par exemple. Et c'était de famille, sa mère en faisait, Voilà. mais il y avait effectivement, tu vois, un très gros problème d'alcoolisme en Normandie. Oui. C'était une catastrophe, et c'est de là où justement ils ont passé les lois sur l'alcool, notamment au volant, parce qu'avant, tu vois, tu pouvais avoir un accident, tu tuais des familles et tout, et c'était... Oui, mais on a encadré. Tu vois. Et donc, par contre, tu pouvais plus, très vite, tu pouvais plus continuer à pratiquer cette culture sans avoir ta licence. Donc, à partir d'un certain âge, mon arrière-grand-mère l'a eu et son fils l'a pas eu, mais lui, donc, il continuait à le faire et il se faisait balayer. Parce que, il en faisait le commerce, forcément, tu vois. Voilà. Il continuait à... Parce qu'il en faisait le commerce. Mais bon. Ouais, mais tu vois, à arroser Local. un peu autour de lui. Localement, voilà, l'offre et la demande, tu vois. Ouais, Genre, c'est ça. tu sais bien le faire, tu le fais, tac. T'as ta réputation. Mais c'est vrai qu'au niveau du cannabis, comment on pourrait légiférer aussi le truc par rapport à la consommation, au danger, pour L'éducation. responsabiliser aussi les gens. Tu L'éducation. vois, là on le voit avec l'affaire Palmade où tu vois tous les en Éducation. France, où tous les artistes ou même les stoners ou drogués sont stigmatisés, où il y a une hypocrisie alors que tous les week-ends tout le monde se bourre la gueule
Et alors que tu peux te responsabiliser, voilà, 2 verres, tu sais que tu prends pas le volant. C'est et ça, tu dois attendre. mais pour l'alcool, il y a déjà une forme d'éducation qui a été faite. On a évolué en France. Moi, quand j'étais gamin, ça gênait pas nos anciens de conduire la bagnole, Bourré, nos parents complètement ouais. bourrés. Le tabac, c'est pareil. Mon père fumait des gitas de maïs dans la bagnole. On voyait même plus ce qui se passait devant dans la voiture tellement que c'était enfumé. Ça choquait personne à l'époque. Mais l'éducation d'usage du tabac, de l'alcool, en fait qu'aujourd'hui, des gens responsables, je vois les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus responsables que de ma génération. Quand ils vont en boîte, ils ont toujours Sam, celui qui ne boit pas. Écoute, nous, de notre temps, Sam, il n'y avait pas, c'est celui qui va être capable de conduire. C'était le moins bourré. Des fois, c'était pas toujours le moins bourré. Mais voilà, c'était des trucs. L'éducation a changé ses habitudes. Mais tu vois, par exemple, sur le cannabis, maintenant, la loi, le cannabis, quand on teste, ça reste combien de temps dans le sang ? Là, on est dans une discrimination totale. Donc, alors, est-ce que tu fumes un joint, tu prends pas du tout le volant ? C'est même pas un taux même si tu fumes tout court, on va choisir, tu vois. Tu consommes. En Allemagne, ils sont en train de travailler sur un taux de cannabis. Ouais. Est-ce que c'est ça, et voilà, tu te responsabilises, bien sûr. Tu le sais, et après c'est le jeu. Mais c'est là le problème de la prohibition. Mais parce que là, pour l'instant, c'est n'importe quoi. Là, on est en train de chasser au bord des routes, non pas des personnes qui sont sous l'état des drogues, surtout pour le cannabis, on cherche des personnes qui consomment tout simplement. C'est en chercher des gamins jetés au bord des routes pour savoir qui boit de l'alcool, parce là, on ne parle pas d'ivresse cannabique ou d'ivresse alcoolique. On parle de gens. Alors, pour l'alcool, on a des seuils qui sont discutables, mais il y a des seuils qui correspondent à une modification de l'État. Mais pour le cannabis, c'est des traces, des nanogrammes. On cherche des nanogrammes. Qu'est-ce qu'il faudrait idéalement pour que ce soit mesuré de manière vraiment au niveau de la santé, pour que ce soit pas dangereux pour les usagers ni pour les consommateurs? Comment on pourrait mesurer ça? Il n'y a pas la technologie encore. Ils sont en train d'y travailler, ça fait longtemps. Et c'est pour ça, si ça ne serait pas interdit, on pourrait y travailler mieux. Mais aussi, il faut voir les chiffres. La réalité, c'est à Colorado, quand ils avaient légalisé, ils ont fait une étude et ils ont vu que les accidents de trafic ont diminué. Ça ne veut pas dire qu'on peut conduire quand on a consommé cannabis. Bien sûr que non. Mais la réalité, c'est que si tu changes l'alcool par le cannabis, les conducteurs alcoolisés sont agressifs et croient qu'ils peuvent avec tout. Un conducteur avec du cannabis, au contraire, il va penser prudent. J'ai un problème. Alors, il n'a pas de réflexe, ce qui est dangereux, mais il ne va pas provoquer des accidents directement. Alors, la réalité, c'est que la légalisation ne provoque pas plus d'accidents de trafic. Ça a été déjà calculé. Ça a été prouvé. Ouais. Il y a des études qui ont démontré dans les pays légalisés, les accidents de la route, ils ont baissé. Oui. Donc ça prouve que l'éducation, ça marche. Mais c'est pour ça que quand on se met en tête de légaliser, par exemple, dans un pays comme la France, il y a tout un tas d'aménagements qu'il faut penser en amont, en dehors de, ce sera là que ce sera consommé, telle licence, c'est terminé. Après, il faut voir dans l'éducation, comme on en parle à l'école, c'est quoi les aménagements auxquels le grand public ne pense pas forcément quand on décide de légaliser dans un pays? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance encore, pas seulement dans les politiques, mais dans la société, parce que quand quelque chose est illégal et obscur, alors les bonnes gens, les bons citizens veulent rien en savoir, non, en théorie. Alors c'est pour ça qu'il faut se centrer dans l'éducation. Parce qu'on n'en parle pas, à l'école, il n'y a rien du tout. Si, quand tu vas à l'école, on va t'envoyer des gendarmes faire une prévention, qui vont passer pour des imbéciles parce qu'ils ont un discours qui est complètement dépassé. Et montrer du caca de chameau. Voilà. Alors ça, c'est du shit. On le coupe avec du caca de chameau, les jeunes. Si vous voulez pas. Alors qu'ils en connaissent plus, les gamins qu'ils ont en face d'eux en connaissent déjà plus que ce qu'eux ils connaissent, parce que du coup ils sont pas éduqués pour faire de la prévention. Ils sont pas, là encore une fois, si on veut vraiment faire de l'éducation et de la prévention et de la réduction des risques, effectivement il faut parler des drogues. Les parents ils doivent déjà apprendre ce que c'est les drogues pour pouvoir en parler à leurs enfants. C'est nous le rôle des parents de faire l'éducation de nos enfants. Faut pas se décharger sur l'éducation nationale. C'est pas la peine. Là. C'est les parents qui doivent déjà prendre le soin de venir se renseigner. Et ça manque des structures où il y a de l'information sur les drogues en France. C'est un manque et du coup ça reste prohibé. On n'en parle pas d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, c'est difficile, quelqu'un qui est pas usagé, de se rapprocher du truc. Pourtant, ça manque pas usagé en France. Tu vas pas demander à ceux qui fument pas d'aller au centre. Toi, par exemple, quel est ton travail, ta mission actuellement?
tu bosses sur quoi? Nous, au cirque, le but, c'est de collecter un maximum d'informations. Tout ce qui est... c'est pas l'effet divers. Hein. Moi, l'effet divers, les gendarmes qui font du zèle pour aller arracher des pieds de bœuf à droite, à gauche, les Pablo Escobar des campagnes, ils en ont raté des centaines. Ça m'intéresse pas, ça. Par contre, tout ce qui est études sur le cannabis, maintenant, je regarde beaucoup ce qui se passe dans les pays qui ont légalisé. Et tous les arguments que les prohibitionnistes nous balancent depuis des années, comme quoi que légaliser, ça provoquerait la peste, le choléra, tout ce que l'on veut, ça serait l'enfer. Tout ça, ça n'arrive pas. Et toutes les études montrent que la légalisation, ça marche. Nous, on essaye quelque chose qui ne marche pas depuis 53 ans en France. Et voilà, la prohibition, elle dure. Alors qu'on essaye toujours plus de répression. Là, on est bien lotis ces derniers temps. En plus, parce que nous aussi, on recule. On n'avance pas. On a une avance sur vous, sur le CBD, mais je ne suis pas sûr que ce soit une avance qui va nous aider. Parce que quand je vois le CBD en France et le business, comme je disais tout à l'heure, ça va interdire. Ça interdit tout et ils font du grand n'importe quoi. Ils sont en train de nous fourguer du CBD à toutes les sauces, on en trouve partout. Et on va te dire que ça, c'est le cannabis médical. Oui, exactement, il y a une confusion. Et c'est pas du cannabis, c'est du bien-être. Même en Californie, moi j'étais choqué. J'étais à LA la dernière fois, il y a plus de magasins et de trucs sur le cannabis que il y a pas de pharmacie là-bas. Non, t'achètes au supermarché ou à l'épicerie tes médicaments. Voilà. Mais par contre t'as des dispensaires et des head shops partout quoi. Donc voilà, nous Disneyland. C'est devenu Disneyland vraiment. Oui, parce que c'est pour ça qu'il faut bien sur encadrer. Tu vois les centres d'un cimetière indien, tu vois la finale, tu fais waouh. Hollywood. Ouais, Hollywood. Hollywood, ouais. Et nous, donc en France, cette éducation, nous on l'a fait sur les festivals, tu vois, on fait des stands où j'organise, quand il y a des trucs qui sont organisés, il y a un stand du cirque qui est là, et il y a plein de gens qui viennent, parce que forcément, tu vois, par exemple, il y a eu la marche des fiertés rurales dans le village où je suis élu d'ailleurs, et on a organisé l'année dernière la marche des fiertés rurales, il y avait un stand du cirque. Le nom du village? Chennevel. Chennevel. Donc Chennevel. Ça vient du chien, ça vient du chanvre. Oui, tout à fait. Voilà. Et en fait, on cultivait la ville, le village. Dans le village, ils cultivaient du chanvre. Et avec la forêt de Moulières qui est à côté, ils fabriquaient les mâts pour les voiles de bateau. Donc c'était lié à l'époque. Et donc le chanvre était cultivé, d'où le nom de Chennevel. Ouais. Il y a beaucoup de noms de villages en France. Oui, en France, il y en a plein. Ouais. La Canebière, tout simplement, à Marseille. Oui, bien sûr. Donc, non, il y en a plein. La France, le chanvre, on était un gros cultivateur de chanvre dans les années, au début du siècle dernier. C'est la prohibition des États-Unis qui est venue couper tout ça pour des intérêts. C'était une matière première. Et le coton, tu vois. Et le coton. Le voilà. business triangulaire, le lobby c'est ça, le lobby du coton. Et après, qui est la plante qui demande, qui demande le plus d'eau. Ouais. Parce que le chanvre, c'est considéré et les comme produits, une mauvaise herbe, et les produits. Et les produits qui vont avec pour cultiver le coton, quoi. Voilà. Pour le blanchir. Voilà. C'est ça. Donc écologiquement, c'est une catastrophe, et sanitairement, pour les personnes qui travaillent dans les champs de coton, ils ne coûtent pas cher en retraite, ceux-là. Ils n'ont pas une espérance de vie qui est énorme. Hein. Parce que, on a amélioré, mais on est loin d'avoir amélioré. Alors que le chanvre, ça pousse naturellement. Tout à l'heure, on a parlé rapidement du CBD. En quoi l'évolution c'est très très populaire en ce moment, le CBD, en quoi ça influence un peu ce qui se passe sur la légalisation du cannabis ? Moi, je trouve pas que ça influence, ça habitue. Le côté positif que je veux bien admettre, c'est que ça habitue les gens à voir de l'herbe. Oui, à voir la feuille, à voir. Mais c'est vraiment, ça apporte rien d'autre pour moi. Au contraire, moi, ça m'a freiné sur plein d'actions. J'avais obtenu des aides sur l'organisation de l'appel du 10 juin à Tours. C'était la première fois qu'on me finançait des affiches, tout ça, au niveau des aides. Sauf que la vague de CBD est arrivée entre-temps. On m'a dit, mais le cannabis médical, c'est déjà légalisé. On ne finance plus les aides pour le cannabis médical, c'est légal. Alors, on s'est appuyé sur ça et l'expérimentation, la fameuse expérimentation qui dure. Donc, le CBD, quelque part, moi, m'a fait perdre du temps. Et pour beaucoup de gens, ça va venir, il faut être patient. Ça fait 53 ans qu'on patiente. Et en plus, le modèle du CBD, ça tombe bien. On voit qu'est-ce qui se met en place. Un business derrière. On réussit à vendre du foin aromatisé à un prix d'or.
formidable. Sauf que si nous prennent le THC qui commence à nous faire de la beuh et qui font le même principe, le marché noir il va pas augmenter les tarifs. Et on dira, vous voyez, légaliser, ça marche pas parce que le marché noir, on l'a pas éradiqué, au contraire, il se porte mieux. Et c'est ce qui pourrait. Quand je vois le modèle qui est arrivé avec le CBD, je vois l'erreur qui était évidente. On est dans un système capitaliste et je me doutais bien que ça allait monter comme ça. Et vendre du CBD à 10-12 euros le gramme, ça fait des fleurs de CBD. Ça vaut rien à la production. C'est impressionnant. C'est de l'extérieur. Et si on leur donne le THC, si on se laisse prendre le THC, ils vont le faire à combien ? 15-20 euros le gramme. Le marché noir, il va être content en France, il va augmenter les tarifs. Ouais, comme en Californie. Pas exactement. Et ces erreurs, elles ont été faites, essayons de ne pas les faire. On a pris du retard, on a un retard monstre. Bon, essayons déjà de ne pas reprendre le train au début. Il y a des pays qui ont légalisé, il y a eu des trucs bien, il y a eu des trucs moins bien. Prenons ce qu'il y avait de bien et évitons de tomber dans les pièges qui vont nous faire trébucher. Un modèle où en fait le consommateur n'est pas pris en compte. Mais voilà. Comme si on crée un système sans prendre en compte les besoins du... Ça, tant qu'on ne prendra pas le consommateur en compte, on n'arrivera pas à faire quelque chose de bien. C'est pour ça qu'en France, il y a des associations, comme en Espagne, il y a des associations de défense usagers. C'est là qu'il faut aller chercher des informations et pas ailleurs. Non, bon, moi, je travaille beaucoup dans l'industrie du CBD, non, comme avocate, et aussi parce que, on fait beaucoup de business. Pour moi, c'est une industrie très intéressante, mais le problème, c'est qu'elle n'est pas encore régulée. Alors, elle est en train de se stabiliser. Il y a eu beaucoup de folie, des prix très hauts, mais comme tu dis, c'est un produit d'agriculture. Les prix vont se normaliser. Maintenant, c'est la folie parce qu'il y a beaucoup de gens du marché pré-régulé qui rentrent dans le marché régulé parce qu'ils veulent aussi une solution. Mais jusqu'à on n'aura pas une régulation, on va voir ces trucs qui n'ont aucun sens et des produits qui n'ont pas de qualité. Mais je trouve que déjà, il y a beaucoup d'opportunistes dans le CBD. Exactement. Qui mettent pas assez d'acteurs, des gens qui s'y connaissent. Mais il faut le réguler. Si le partage au moins dire, OK, on va faire du business, je veux banquer avec, mais il faut faire manger les gens qui de base mangent avec ou qui s'y connaissent. Voilà. Ouais, l'altruisme n'est sans doute pas la première des qualités de ces gens-là, je pense. Ils sont là pour... faire du business sur le CBD. Je pense pas qu'ils investissent leur argent dans des associations pour le cannabis. Pas du tout. Bon, d'accord, mais là, on parle des valeurs personnelles, des idéologies. Moi aussi, je pense comme toi, mais aussi, je crois que les gens ont le droit à faire un business s'ils veulent. Alors, on ne parle pas d'une question économique, non. Et le CBD, ça a aidé vraiment à déstigmatiser un peu le cannabis. Maintenant, il y a beaucoup de gens âgés qui prennent des huiles de CBD, mais tu sais le pire, c'est des cosmétiques légalement. Et c'est pas forcément bon. C'est pas contrôlé. Tu vois, c'est pas le meilleur, même avoir Exactement, une plante c'est pas qui a été au contrôlé. final, qui se veut avoir qui se veut donc pas toxique, genre bienveillante, genre un pourcentage réduit pour que ça soit pas toxique, tu vois, soi-disant, et en fait c'est lavé, parfumé. Ça, c'est pas médicinal, mais de toute façon, ça, c'est vendu comme un produit décorationnel. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas régulé. Okay. Alors D'accord. ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est les États qui doivent faire une régulation pour permettre qu'il y ait un contrôle sur les produits. Parce que quelques produits sont parfumés. Ils sont vendus comme des décoratifs. Ça n'a aucun sens. Les huiles sont vendues comme des cosmétiques. Alors, si c'est vendu comme décoratif, pourquoi le taux doit être contrôlé alors ? Non, parce que le THC, c'est une drogue. Parce que ça serait dangereux que ça soit sur le... Parce que c'est une drogue, simplement. C'est fiscalisé. Quand tu vends, même si c'est décorationnel, tu peux pas vendre la drogue. Parce que même les graines à l'époque en France, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est la même chose. C'est pour les collectionneurs, voilà. En Espagne, ils commencent à poursuivre ça. On a plein de catalogues. Ils ont des amendes maintenant parce qu'ils vendent des graines. Ouais. Ils commencent à aller là parce qu'ils savent que le début de tout, c'est les graines. Alors maintenant, ils commencent à attaquer les graines. Okay. Non, le CBD, maintenant, c'est un chaos. Et la majorité des produits sont vraiment mauvais. Oui, ça, c'est la réalité. Ouais, c'est la réalité. Ouais. Mais ça va se stabiliser parce qu'il y a aussi chaque fois plus de professionnels. Oui. Spannabis, cette année, c'était incroyable quand même. Moi, je suis allée à Spannabis, ça fait beaucoup d'années que j'y vais. Maintenant, le niveau de professionnalité est incroyable. Ça a évolué. Ah ouais, ça a été très... Ça, c'est parce que maintenant, c'est légalisé dans une partie du cannabis. Et aussi, c'est important de se rappeler que le THC, c'est seulement un des cannabinoïdes. Hein. Voilà. Il y en a beaucoup 400, plus. Voilà. Il y a vraiment... Michoula, exactement, il pourrait être là et nous raconter vraiment. Alors, ce sont très simplement THC parce que c'est la drogue, c'est les stigmatisations, non, c'est les mauvais, non. Non, le cannabis, c'est beaucoup d'autres choses. C'est quoi ? J'ai vu que ça pouvait couvrir 400
type de maladie en fait possible, être prescrit ou Ça, du moins. ça a plus de 400 composants parce qu'il y a terpènes, les flavinoïdes, les cannabinoïdes. Et de cannabinoïdes, si je ne me rappelle pas, c'était 120 quelque chose, Voilà. 120 quelques cannabinoïdes. Ouais. Et oui, et comme ce n'est pas légalisé, maintenant il y a aussi les synthétiques, ce qui est bien plus dangereux. Bien plus dangereux, c'est là que... C'est quand c'est pas légalisé, les gens vont chercher la façon. Pourquoi? Parce que les gens veulent consommer et les jeunes veulent gagner de l'argent. Alors si on légalise pas, ils vont vendre n'importe quoi N'importe de quoi. n'importe quelle façon. C'est pour ça. Il n'y a pas d'autre solution que de légaliser pour pas qu'il y ait un accident. Parce que bon, ça nuit à tout le monde, mais en plus, on va débarquer ce cannabis synthétique qui commence à faire des ravages. Il n'y a pas très longtemps en France, il y a un mois, on a eu une consommation de Bouddha Blue là, qui a amené quelqu'un en urgence médicale. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. C'est quoi? Bouddha Blue, Le Bouddha Blue. c'est une herbe Cannabis, synthétique. Voilà. C'est l'espèce de spice là qu'il y avait en Angleterre. C'est le nom. similaire. Similaire, ouais. Voilà. J'ai entendu parler du HHC aussi. Alors le HSC arrive à fond et c'est pareil, c'est quelque chose que des États aux États-Unis ont déjà pris la décision de stopper. On manipule le CBD pour essayer de soi-disant le rendre Plus proche du THC. plus proche du THC. D'accord. Mais c'est une manipulation synthétique. Donc ça, en fait, ils jouent sur des Bon. flous juridiques. Le HHC, il est aussi dans la plante, mais dans Voilà. très petite quantité. Voilà. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils transforment, ça devrait être un chimiste qui l'explique, mais Voilà. bon, ils transforment le CBD en Delta 8, et de Delta 8, il se convertit en HHC. Mais je crois que c'est quand même un produit intéressant, parce que c'est ce que je dis, si on ne régule pas ce que Ah les oui, gens il va vraiment être ça. veulent, le Ah oui, il va être THC, ça. il faut trouver des alternatives. C'est en aussi. vente en France. Hein. Oui, Oui. mais Vente du dans HHC. toute l'Europe, parce que c'est pas illégalisé. Si ce n'est pas dans la liste des drogues, ce n'est pas illégal. Voilà. Alors maintenant, c'est dans un espace gris. Ouais, Ouais, il y a de l'opportunisme. C'est sur, ça, on est dans la zone grise actuellement avec cette molécule. Ouais, mais Oui. ouais. Ok. Mais on va voir ce que ça va créer. Ça se trouve même, tu On vois, sait on pas va, si on va c'est négliger dangereux, une il y a autre pas molécule d'études. qu'on va négliger, qui sera pas forcément bonne, ou je sais pas, tu vois. Non, mais c'est aussi bref. dans la plante. Hein. C'est un peu une hypocrisie. Ouais, donc c'est isolé. Ok. Il y a deux types de D'accord. HHC, vraiment, mais c'est très, très petit. Mais j'en reviens au cirque, là. Je vois ton t-shirt, Dominique. Donc là, ton action première, par exemple, pour la France, au niveau de la loi, pour faire bouger les choses, t'en es où? Alors, bon, on va, pour résumer, quand j'ai recommencé à alimenter, à réveiller le cirque en octobre, j'avais déjà dans ma tête un projet qui trottait depuis un petit moment. C'était le 31 décembre 70, l'anniversaire de la loi de prohibition en France. Et maintenant, moi, c'est le problème, c'est la prohibition. Il faut lutter contre la prohibition. Donc, je voulais mettre en place, on va mettre en place la fête de la prohibition. Le 31 décembre, on va faire une action. Voilà, je suis en train de monter une action pour le cirque et où je veux que ce soit que le cirque qu'on nous voie dans tout le monde entier. C'est-à-dire une action. Les pétards aux députés, on va les La faire fête oublier. du pétard. Ça ça. sera la fête de la prohibition pour lui faire sa fête. Voilà, c'est la fête de la prohibition dans le but d'y faire sa fête. Okay. Et donc ce soir-là, il y aura Bien commencer l'année. bien commencer l'année, puis mettre un coup de pression. Enfin, on a bien la finir Voilà. et bien Et la en fait, commencer. annoncer à ce moment-là, parce que c'est pareil, j'ai un ami qui est voisin, avocat, Étienne Desoulières, qui est un avocat de la région parisienne, qui en général se bat pour d'autres causes, mais souvent pour la cause de liberté. Et c'est un super cabinet d'avocat aussi. C'est une pub là en fait. T'essaies Non, de faire un placement. non, parce que tu vois, je durant donne pas sur cabinet, mais voilà. Et mais il m'aide à monter le truc, on en discute. Et l'idée, c'est d'aller sur une plainte collective. Moi, la France, il y a une disposition qui permet ça maintenant, d'une plainte collective. Donc regrouper des consommateurs, des malades, mais des associations de quartier, parce que je suis rentré en contact avec des associations de quartier au nom du cirque, bien sûr, pour que justement, je les invite à venir discuter. S'ils en ont marre de voir du trafic dans leur cité, d'aller se mettre en danger comme ils font, d'aller se poser leur canapé pour empêcher les dealers de venir s'installer, ça va mal se terminer cette histoire. Faut pas rêver. À un moment, les trafiquants, ils vont mettre un coup de pression, puis ça peut très très mal se terminer. Il peut y avoir des morts encore. Oui, Il y et en a puis c'est déjà. pas la population. Et c'est pas la population de faire ça. Donc s'ils en ont marre, c'est qu'il y a la prohibition. S'il y avait la prohibition, il n'y aurait pas autant de trafic. Donc s'ils veulent vraiment
pas en bas de chez eux. S'ils veulent sortir ça de leur quartier, qu'ils viennent nous rejoindre et qu'ils portent plainte eux aussi contre ceux qui maintiennent la prohibition, c'est-à-dire porter plainte contre les petits trous du cul qu'on parlait tout à l'heure, les Dupond-Moretti, les Darmanin. C'est eux qu'il faut Ouais, viser. mais est-ce que eux, c'est pas des fans de Bac Nord, tu vois, mais- genre ces gens qui, tu vois, qu'on en marre, enfin, qui Ouais. sont vraiment, comment ils le voient, au fait, c'est quoi leur vision, même, tu vois, ou même, on l'a vu aux dernières élections. Oui, parce qu'ils je crois veulent- que- tu vois, non, mais aller le- à l'extrême et genre. Mais il faut leur expliquer. avoir un- Eux, Ouais, mais je crois que pour, le cannabis a été tellement stigmatisé. stigmatisé et diabolisé pendant C'est ça. 40 ans que les politiciens sont tellement paralysés de prendre, de soutenir le cannabis. Ce serait comme être descendu Puis ils ont quasiment menti. politiquement. Ça Donc fait des je pense années. que les plus arrivistes et les plus opportunistes de cette race, qui est déjà opportuniste par nature, ils décident de la jouer carrière plutôt que de se cramer. Ouais, c'est ça, mais c'est des carriéristes avant tout. De toute façon, ils font des politiques. À Pour l'américaine, eux, ça à a court marché. terme, Tu sais, voilà. la politique zéro, ça a vachement influencé Sarkozy. Sarkozy a vachement influencé Darmanin. Voilà. Enfin, on peut remonter comme Oh, ça. même Valls, tu peux le mettre dedans. jusqu'à, les grands présidents américains de la guerre contre la drogue. Donc c'est une grande tradition politicienne et populiste que de s'ériger contre ces choses. Et ça marche politiquement parce que ces gens qui prennent ce parti, souvent, prennent le pouvoir. Donc c'est un blueprint assez pratique. Mais est-ce que c'est pas de la faute de la gauche de pas justement se saisir du sujet du cannabis, C'est justement le pour même parler opportunisme. de- C'est ce même opportunisme. de la dimension C'est sociale. c'est le même opportunisme. Et je pense que l'opportunisme de gauche ou de droite, c'est le même. Je rappellerai juste Jospin en 2002, candidat à la présidentielle, quand pour essuyer le sujet du cannabis, il a été capable de nous dire on peut pas légaliser, ça fait vivre des économies. Enfin, il y a des pans entiers d'économies qui en vivent dans les quartiers. Et voilà, la gauche, la réponse de la gauche, on touche pas parce que ça fait vivre des. Ce qui est cynique, c'est très Au lieu de cynique. C'est cynique, s'organiser, c'est quoi. voilà, pouvoir- c'est ouais, très ouais, cynique. raison, Mais ça, c'est la C'est gauche. là où c'est on ce- revient au favela, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on accepte ça et On s'organise pas, quoi. exactement. On dit le problème. Mais par contre, on les Non. condamne quand ils sont attrapés. Ah ben bien sûr. Voilà. Puis c'est alors on a en France une association qui s'appelle légalisé la Police condamnation. contre la Ouais, mais prohibition, regarde, parce que t'as vu, il y a eu le braquage en fait de Macron qui se faisait passer à gauche, qui avait écrit Ah, son livre mais quand là, il mais- était, tu vois, en quête du prix Nobel, enfin, tu vois, Ouais. d'imiter un Obama et tout. C'est Donc, ça, Dans premier dans tour. ses tirs, il voulait Ouais. dépénaliser. Ah, il voulait légaliser carrément. ouais. Hein, non, mais la Il a la fait, prohibition, c'était un échec pour lui. Tu vois, donc c'est- jeune, issu de l'économie, mais de gauche, issu d'un, tu vois, d'un gouvernement mais il fait de rien au gauche. final. Le il fait des- Kennedy français et Donc, l'Obama. même je me rappelle, on en parlait à l'époque et tu me disais clin d'œil, genre non mais il va le faire au deuxième tour, enfin Que dalle. à Ouais, sa ouais, j'y deuxième croyais. élection. Et le mec il a viré conservateur, tu vois, genre. ultra-libéral, conservateur. J'ai beaucoup d'espoir parfois. Darmanin. Non mais. Non mais c'était, il avait un C'était masque, évident. il Moi, avait j'ai un jamais- masque, tu mais vois, en j'ai- fait, tu vois, on dit la gauche, Ouais. mais il y a beaucoup de gens avec un masque au final, Voilà, et bien qui sûr. ne le sont pas, c'était la gauche issue de la gauche caviar. Et Ouais, puis il, bon, il a sans doute gagné quelques votes à ce moment-là. Donc après, il a été grappillé ailleurs. D'accord. Non, mais ça a sans doute joué en sa faveur. À un moment de se placer en faveur du cannabis, c'est clair qu'à un moment, il y a des gens qui ont bien dû, sûr. Ah ben, moi, je l'ai vu à la marche mondiale cette année-là à Paris, où il y avait le buste. T'as vu Macron à la marche Non, mondiale. non, il n'était pas Macron. Hein. Mais j'ai vu les militants du cannabis monter sur un bus et dire que voilà, Macron, fallait voter Macron parce que justement, il était pour la légalisation, c'était le seul, soi-disant. Mais il a entre les deux tours, il a changé son fusil d'épaule, bien sûr. Mais ce discours a été entendu. Que le discours comme quoi il a changé d'épaule n'a pas été entendu. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Macron allait légaliser. Que moi, j'ai jamais cru à Mais ça. moi, je me rappelle même pas que c'était un truc de son programme. Hein. Non, c'est avant. Ah, juste avant. Ouais, c'est avant, avant. ouais, Ah ben quand le programme était arrivé, c'était fini. J'avais Il avait absolument changé. pas entendu qu'il Bah, tu sais, mettait ça Mitterrand en avant. 80 avait fait ça aussi. Ouais, après, bah, c'est pas la première idée qu'il a mis au placard non plus, mais Il ok. disait qu'il allait jamais avancer reculer l'âge de la retraite, par exemple. Voilà, parce que c'était Et là, pas dans... c'était dans son programme, tu Ouais. vois. C'est en défendant Voilà. son programme. Mais Donc, c'est- pour les politiques, c'est pas une manière de draguer les jeunes de faire des trucs comme ça au final. Oui, bien sûr, Mais à un bien moment, sûr. de se C'est faire de passer récupérer pour quelqu'un de l'électorat, moderne, c'est bien tout, sûr, quoi. bien sûr. Mais ouais, totalement. C'est le plus vieux de tous, au final. Voilà.
Et donc, bah ouais, on s'est vu. C'est vrai qu'on s'était vu à la marche. Cette année. Ouais. Cette année à Enfin, Paris. l'année dernière. L'année dernière, ouais, en non, 2022, on s'est vu à Paris. Moi, c'était pas sur mon camion que ce jeune il est monté. Hein C'était pas sur mon camion que t'as entendu ce discours. Ah non, Nous, on avait non. une camionnette, tu vois. Non, puis toi, Une t'avais mignonnette, un petit t'avais truc. même pris des plantes qu'on avait mis en décoration. Ouais, c'est qu'on ça, avait tu amené. m'avais donné une plante. Je te l'avais appris. Moi, j'en avais une sur ma voiture. Et ouais, tu nous avais confié une plante qu'on a à un moment fait circuler dans la foule. Oh, ouais, je les ai vus passer sur les vidéos. Ouais, elle est revenue. Tout le monde en a pris soin, c'était C'était une légendaire. idée à Farid, ça. Farid, dédicace à Farid. Ouais, dédicace à Fafa, Farid. justement, ça me fait plaisir de t'avoir ce soir avec Farid, qui prépare la marche mondiale sur Tout le Paris. temps, il s'arrête jamais, lui. Le 27 mai. Ouais. Et donc, toi, tu veux parler de la fête du Ouais, Pétard, alors avant ça, voilà, mais avant, il y a plein Et d'événements. donc, toi, tu veux faire aussi la marche mondiale Alors, la marche mondiale mais à Poitiers. à Poitiers. Et comme dans le reste du monde, le premier week-end du mois de mai. Donc on Ok. organise la marche mondiale à Poitiers. Il y aura Jean-Pierre Galland. Il y aura Donc, pas tu mal veux de le faire monde. avant d'abord à Poitiers. Bah, à Poitiers, en fait, c'est. T'invites toute la France. Voilà, à venir à Poitiers, bien sûr, parce que nous, on va le faire. Pointer à Poitiers. Voilà, pointer à Poitiers. Je suis un rappeur à côté, C'était obligé. Il a fait la rime. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que donc premier week-end du mois de mai, partout dans le monde, c'est la marche mondiale du cannabis. Donc là, j'organise Toi, à tu veux être Poitiers. en voilà. simultané avec le monde. Avec le 100%, monde, voilà. connecté, C'est pas la quoi. canne à parade. Et Farid organise donc la canne à parade le 27 du même mois. Et donc là, je pourrais certainement du coup rejoindre Paris ce jour-là. Donc, t'invites les Parisiens et tout le reste de la Voilà, France bien sûr, aller à venir. Poitiers, Il y aura Jean-Pierre, il y Et aura. tu nous rejoindras à Paris Voilà, le 27. le 27, je serai présent aussi à janvier. Paris. Ça y est, l'événement est lancé. L'événement est lancé Il y a sur, un lien. sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est de la Poitiers, c'est lancé. Farid a lancé aussi pour Paris. Voilà, Tout est là, tout est lancé, voilà. Les liens vont apparaître à l'écran. Voilà. Tout ça, c'est parti. Donc normalement, ça va. Let's go. Let's go, comme tu dis. Et puis bon, Poitiers, c'est proche. C'est proche de Paris, c'est un peu le centre de la France. Alors c'est vrai que ça serait plus la région du Mans qui serait plus centrale pour tout le monde. Mais Poitiers, c'est à 1 heure, en train, c'est à 1 heure de Paris, quoi. Et justement, j'ai l'impression que c'est vraiment le moment pour les consommateurs en France de faut bouger. s'organiser. Tu vois, donc c'est Voilà. ce que je te disais, ça me fait plaisir de t'avoir et de pouvoir mieux faire connaissance. Et même, pourquoi pas comploter sur des projets ou avec aider, plaisir. Il y a du complot. à mettre en avant ces rendez-vous. Et Farid aussi, tu vois, j'ai été ravi de participer avec lui. Je sais ça avait été un des seuls qui t'avait soutenu à l'époque. Avec les Cannabis Social Club, bien sûr. Ben moi, Farid. Je sais que sur le cirque, lui, ça s'est un peu ralenti. Faut faut dire que sur Paris, il est toujours là, il a mais été là à tous les rendez-vous depuis 10 ans. Où c'est lui qu'on envoyait un peu au c'est ça. casse-pipe. Depuis que le cirque à Paris n'existe quasiment plus, c'est Farid qui porte tout. Hein. Et Farid, c'est vrai que là-dessus, l'appel du 18 juin, si le cirque, il y a toujours eu un appel du 18 juin depuis que tout le monde est parti, c'est parce que Farid les a portés. Ça, faut pas lui enlever ça. Et la marche mondiale qu'il a transformée en canne à parade, mais qui est un événement maintenant à part entière, qui se fait à la fin du mois de fin mai, c'est très bien aussi parce que ça commence à driver. Alors, post-Covid, on redémarre tout doucement parce que l'année dernière, il y avait un peu de monde, mais c'était sympa. On avait tout contre nous. Voilà. Déjà, ils avaient refusé les dates 2-3 fois. Il y avait la Coupe du Monde. Voilà. Il y avait les présidentielles. Il y avait tout qui allait pas. Donc, la pluie. Oui, à la fin, on arrivait sur la. Parce que toute la manifestation. C'était annoncé, et c'est vrai qu'on on est arrivé jusqu'au terme, et c'est arrivé au bout que c'est tombé. Par contre, c'est bien tombé, ça a ramassé. C'était dommage. J'aurais une question collective. Quel conseil vous auriez à donner à tous les consommateurs qui vont regarder cette émission, mais qui ne sont pas forcément dans des structures de militantisme? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à l'échelle de notre personne pour aider la cause, en fait? Je dirais de ne plus avoir peur des méchants politiques. Enfin, voilà, faut pas avoir peur faut se solidariser. Faut que quand on appelle à une manifestation, il y a 5 millions d'usagers de cannabis en France, ça serait bien qu'on arrive à avoir au moins 1 million de personnes. C'est le rêve, 1 million de personnes dans la rue pour le cannabis, mais c'est mort, là, ça y tienne plus la route. Voilà, c'est une utopie, 1 million. Mais on est très peu à se bouger. On est très peu. Et
C'est un beau rêve. Voilà, ça C'est- serait un beau rêve. c'est- Parce que si un jour on est ça dans la rue, mais le soir c'est bon, on peut Non, mais on enfumer le voit Paris. aussi avec l'arrivée du CBD, les gens en fait se désolidarisent un peu, ils Oui. sont un peu dans, tu sais, ils assument Ils pas. ont C'est l'impression ça. que c'est déjà légal. On voit qu'il y a, C'est ouais, déjà une plein de impression gens, de ouais. demi-légalité Pour l'instant, c'est- qui on pourrait demi-combattre. Avec le Covid, en Euh. tout cas, ouais, il y a le constat, moi j'y étais aux événements, il y a de moins en moins de gens, alors qu'il y a vraiment beaucoup de C'est consommateurs. pas voilà. Moi je pense qu'il faudrait justement que le milieu soit plus un peu solidaire et C'est ça. qu'on se fédère, tu vois. Mettre de côté, tu vois, peut-être on a tous des avis différents, mais on a une cause commune. C'est Et ça. réussir à créer le débat, à faire. Mais on est émerger tous des idées, différents, à mais- prendre, tu vois, un peu les Il rênes. faudrait trouver peut-être un politique qui serait prêt, qui ait à la fois de l'ambition. Ouais, c'est politique. difficile maintenant Non, de mais faire. qui ait à la fois de l'ambition et qui serait prêt à faire ce pari. Ça n'existe Donc, pas. non, mais peut-être qu'il existe, peut-être qu'il est en devenir, mais ça passera par un politicien de toute manière à un moment, hélas. Donc ce serait bien qu'une personnalité se dégage à un moment, qui n'ait pas peur d'être à la fois ambitieux et révolutionnaire d'une certaine manière. Donc ça a été comme ça aux États-Unis, ça a été comme ça au Canada, ça a été comme ça en Uruguay. Il y a toujours eu un moment un politique qui s'est mouillé, Ouais. mine de rien. Mais bon, moi, je l'attends en France. J'imagine que Gabriella Faire comme l'attend en Gabriella, Espagne. Ici, on n'a pas, on peut plus attendre. Voilà. Parce que la Nous non douleur, plus. la douleur ne peut pas attendre. C'est ça. Vous savez. Et ça, vraiment, c'est une médecine. Alors, on peut plus attendre. On a fait un parti politique pour ça. Et les gens doivent se positionner. Parce que c'est aussi important, se rappeler encore de les stigmas, la morale. Alors, parler de la consommation comme une chose un peu plus normale. Normaliser le cannabis, c'est beaucoup de choses. Donc, ça, c'est important. Et aussi, on peut participer économiquement avec du temps parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont en train de travailler. Il y a Ils ont énormément de besoin projets, de support. Alors, on peut vraiment leur aider de beaucoup de façons, ou en participant, ou économiquement aussi, bien sûr. Ouais, parce qu'il y a des gens, je pense, qui se considèrent comme consommateurs, mais pas forcément l'appartenance à une communauté globale. Je pense que c'est ça qui fait défaut. On est un peu tous dans notre bulle, et je pense qu'il y a quelque chose qui bloque en France aussi, c'est dans le monde du travail, quoi. Dans le monde du travail, c'est ultra tabou. C'est pour ça que les gens n'en parlent pas, en fait. Bah, tu me parles du monde du Exactement. travail. Vas-y. Non, c'est pour ça que je crois que c'est important d'en parler, Ouais, d'en ouais, ouais. normaliser. C'est vrai, mais c'est Pour que encore les gens très, voient très, que quelqu'un normal aussi peut consommer de et fonctionnel, quoi. et C'est ça. travailler et tout, il n'y a aucun problème. Moi, perso, je fume pour être normal. Voilà. Exactement, oui, t'as raison, Dans ce monde de fou, tu vois, genre, pour supporter ce monde de fou, voilà. c'est vrai. Exactement. Tu vois, moi, dans mon travail, C'est thérapeutique. j'étais routier. Pendant des années, j'étais routier. Et mon patron savait que je fumais. De toute façon, moi, je ne peux pas le cacher. Je faisais pas mal d'articles dans la presse, des trucs comme ça. Donc, forcément, j'assumais totalement moi. Et mon patron savait que je conduisais, que j'avais fumé. Il n'y avait pas les tests au bord des routes. C'était avant 2002, tout ça. Et il a jamais eu de problème. Et le fait qu'il sache que je consomme et qu'il me voit travailler, qu'après, il y avait des collègues qui venaient fumer avec moi, tout ça. Il savait que du coup, ils étaient sortis du placard, hein, pour reprendre une expression. Ils s'étaient fait savoir auprès du patron qu'eux aussi, ils consommaient du cannabis. Et le patron, qui était pourtant un type de droite, bien UMP à l'époque, enfin bref, il était carrément à dire que les gens qui fument, et j'étais déménageur, on était dans une boîte de déménagement, que les consommateurs de cannabis, on faisait notre boulot correctement, qu'il avait des anciens qui étaient alcooliques, et là c'était autre chose, des casses régulières, des accidents réguliers. Ben, le patron, il avait rechangé son point de vue par rapport au cannabis, et pourtant il était de droite, tu vois. Jusqu'à maintenant, l'alcool, c'est considéré comme la drogue la plus dangereuse Bien sûr. Bah, bien sûr, au monde. c'est vraiment une drogue, même le sevrage peut tuer. C'est la plus dangereuse. Et Ouais, puis c'est la plus consommée, donc Enfin, les chiffres le disent, c'est les Voilà. chiffres qui le disent, pas Les- les politiques. Non, puis voilà. les études scientifiques, les chiffres et les études scientifiques sont toutes là pour attester que l'alcool est bien plus la drogue la plus dangereuse, quoi. Il n'y a pas de problème. La première meurtrière, ouais, c'est sûr. Ouais. La plus meurtrière, oui. Déjà. Et sur les routes, là, on peut en parler. Ouais, c'est vrai, On a des chiffres en il y a- Italie. Socialement, tu vois. Ouais, même socialement, ouais. C'est... Ouais. Et même si l'alcool, vraiment, c'est la plus dangereuse et il y a beaucoup de choses négatives avec l'alcool, il faut aussi penser que la grande majorité des personnes consomment de l'alcool et la grande majorité de personnes n'ont pas de problème avec l'alcool. Exactement. Et c'est la plus dangereuse. Non, c'est Voilà. l'hypocrisie politique. cette Je parle peur pas, tout je le parle temps, pas hein. des mœurs en fait, et justement de la responsabilité de C'est bien. chacun, tout ça. Mais je veux Je dire, parle c'est vraiment de important. l'hypocrisie C'est important, politique, c'était là-dessus. Mais parce que,
Non, non, Il faut y a, pas. il y a toujours des personnes Ouais, qui vont avoir des problèmes, mais c'est pas la substance, c'est la personne. C'est Ouais, ça. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Il faut se rappeler ça. C'est pas le problème, c'est jamais se comprendre. C'est des comment- comportements, Comment on le prend, le problème qu'on a, les circonstances. Et on peut jamais, je trouve, se mettre à la place de quelqu'un, savoir ce qu'il ressent, si voilà, s'il a besoin pour son corps ou tout. On peut pas vraiment se projeter dans le corps de quelqu'un par rapport Bien sûr. aux différentes substances d'ailleurs. Je voulais pas stigmatiser les consommateurs, c'était plus mettre en lumière l'hypocrisie et les dangers de l'alcool, tu vois. C'est à mettre en rapport avec le fait que oui, l'alcool c'est en vente libre, etc. Donc c'est ça. Mais c'est heureusement que ça, c'est en le vente libre. C'est problème, accepté en fait. depuis des milliers d'années. C'est socialement acceptable. ouais, en plus de boire de l'alcool L'étymologie en du France, mot c'est même, divin, il y a vin dedans. Enfin, c'est tellement accepté. Ouais. Mais quelque part, heureusement que l'alcool n'est pas prohibé. Parce que l'alcool prohibé, il y aurait Ça encore plus génère, de oui, problèmes. bien sûr. Oui, on Alors, les connaît. Ah Donc, bah papy aurait... l'alcool prohibé, ça aurait été une prospéré. catastrophe. D'ailleurs, la prohibition de l'alcool n'a pas pu Exactement. durer. Si le cannabis, la prohibition dure aussi longtemps, c'est parce que le cannabis est beaucoup moins nocif que l'alcool. Donc, prohibé, ça passe. Ça fait des dégâts, bien sûr, mais ça passe. Politiquement, ça passe. Mais si c'était légalisé, le cannabis, on réduirait Oui. l'impact Alors, négatif Tout à du l'heure, cannabis. tu demandais genre une solution. Je crois que Farid, il a lancé une pétition pour remettre le sujet au Parlement européen Oui. et atteindre en fait les 100 000 signataires pour Voilà. aller faire un peu de oui. poil à gratter au Parlement et réussir. 100 000, c'est atteignable, tu vois. Voilà. Mais quand il y a eu, il y a 7-8 ans, une pétition européenne, on n'a pas été, en France, on n'a pas été foutu d'arriver à, je crois qu'on a fait 3,4%, un truc comme ça, un score à la Hidalgo, mais un truc Ouais. ridicule, quoi. Et on n'a pas été capable de regrouper ces signatures-là pour obtenir ce référendum. Moi, je ne sais pas. C'est européen ou français en fait? C'est l'État français, je sais plus. C'est le C'était gouvernement tous les français, États. en Alors, fait. c'était une C'est- pétition européenne Mais qui avait en été tout cas, lancée. le lien, voilà, si elle est lancée, le Et voilà, pareil, va là, Farid, apparaître. il a relancé quelque Et, chose, voilà. Si, genre voilà, je pense 100 000, ça serait à l'heure d'Internet. Ah, là, c'est Maintenant, jouable. comment Ça m'a s'est l'air- démocratisé, ça m'a l'air- C'est super tout assez- atteignable, c'est tu tout vois. assez- À voilà. l'époque encore, tu vois, Internet, c'était pas. Non, c'est atteignable. Là, c'est atteignable. Non, il faudrait que Nous, j'irais justement. pas les Rien réseaux qu'une sociaux, structure maintenant, comme moi, ici j'ai une cinquantaine de Français qui résident à Barcelone, enfin. Donc ouais, 100 000, ça me semble faisable. Bien sûr. Maintenant avec les pétitions en ligne et tout là. Ouais, sur ouais, Change.org, la À mon avis, on C'est peut ça, déchirer c'est le ça qu'il veut score, vraiment quoi. C'est ça. Et c'est une pétition qui déchirerait comme ça. Ouais, Mais là ouais, encore, ouais. c'est un bon Faudrait exemple passer de par, comment aider. Comment aider, c'est partager ce genre d'initiative en fait. C'est que Ouais, ouais, si je pense chacun qu'il a un faudrait se message fédérer sur pour les réseaux réussir sociaux, tous ensemble pour réussir puis, à atteindre ce Ouais. nombre. C'est ça. Puis il faut pas oublier qu'on parle des consommateurs. Mais moi, je connais des personnes qui sont pas consommateurs. Ouais, qui sont il y a anti-prohibitionnistes. les frères, Soutiennent, il y a mais les il faut compter papas, sur il y a cela les, aussi, parce que il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Que quand on leur explique, quand autour de chez nous, on parle du cannabis, on les éduque très rapidement et s'aperçoivent que la prohibition ne tient pas la route. Alors, mais pas longtemps. Hein. Il y a que les politiques qu'on n'arrive pas Ouais. à convaincre. Non mais puis tu vois, genre on disait tout à l'heure, les gens, tout le monde veut pas s'afficher ou que son nom il Ouais. soit potentiellement dans un dossier. Ah, il y est. Mais là, je pense qu'on est plus de 100 000 à être fichés, tu Voilà. vois, que ça soit en consommateur ou genre. Bah oui, non, mais on est tous fichés. Bah, attends. Tu vois ce que je veux Ah dire? ouais. Là, on est 100 000. Là, on peut s'organiser. Les fichiers. Mais t'imagines Les fichiers 100 000 cannabis. personnes à Paris, 5 000 Faudrait le personnes demander à la police, le fichier, quoi, ça nous les aiderait. fichiers, on aimerait les adresses de Ouais. tous les fichiers cannabis, s'il vous plaît. Ouais. On leur fera leur fiche, on leur donnera. Wow, faudrait leur demander. Ils doivent l'avoir. Tous les gens qui vont regarder cette vidéo déjà sont probablement des consommateurs, donc ils vont signer ce genre de pétition. On mettra le lien dans la description. Mais tout à l'heure, tu parlais justement du côté divin et de l'alcool qui est millénaire et tout. Là, on est donc dans le club La Crème Gracia, donc qui est ton initiative que tu as montée, et on est arrivé au bout d'un projet. Non, pas Genre au bout, là, justement, enfin, c'est le. Non, mais on contemple une œuvre, on peut contempler une œuvre justement qui retrace l'histoire du cannabis, pardon. Écoute, Je on s'est commence, associé il y a pas mal de temps avec un artiste hollandais, Mossy Giant, sur un projet qui s'appelle La Grande Histoire du Cannabis. Donc c'est un projet qu'on vient de commencer officiellement. Le vernissage, c'était il y a 2 jours. Et donc là, on commence ce projet qui n'aura pas de fin finalement, parce que l'histoire s'écrit continuellement, quotidiennement. Mais on va essayer de mettre en avant un peu toutes les figures du cannabis, au travers des cultures, des époques,
les personnages clés de l'histoire, les personnages de l'underground, mais qui ont eu leur importance, les gens qui ont lutté contre cette prohibition. Donc voilà, c'est un projet qu'on commence. Je pense qu'il va être assez intéressant historiquement, parce que c'est un sujet qui est fascinant déjà. Bah, déjà, Et ouais, ça fait des milliers d'années que ça dure. ça part du Big Bang. Ouais, bah, nous ça part du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Donc on a une fresque dans le club qui fait 8 mètres et qui c'est l'histoire du cannabis sur 14 milliards d'années en 8 mètres. Donc c'est un peu confus, c'est un peu touffu. Il y a énormément d'informations. Il faut venir ici pour le voir. Ça demande pas mal de temps. On est en train de taper les textes. Et Donc, travailler sur des projets. Justement, à travers plusieurs civilisations, on peut constater qu'on Oui. retrouve des traces. Oui, on retrouve les traces du cannabis un peu dans pas mal de cultures, même dans des textes religieux, dans les Védas. On peut retrouver ça aussi dans le nom Messie, qui reviendrait au cannabis aussi. Donc ce sacrement que Dieu aurait demandé à Moïse de faire, donc une extraction à base de cannabis. Ça remonte à il y a des milliers d'années aussi. Donc après, oui, c'est Médecine chinoise aussi. médecine chinoise, ouais, on retrouve ça vraiment partout. Donc ce serait trop long à énumérer maintenant, mais ouais, c'est fascinant de voir que cette culture a été cancellée finalement depuis très longtemps, totalement effacée. Donc nous, on essaye de participer un peu à mettre un peu de lumière sur cette trajectoire qui est très intéressante, et nous ça nous motive. On travaille avec cet artiste qui a un style très personnel, ça peut être très psychédélique aussi, et donc voilà, ouais, c'est vraiment un plaisir de participer à ça. On a l'impression qu'on est à notre place. Nous en Espagne, on peut pas trop faire du cannabis, on n'est pas en Californie, donc on peut faire des projets de ce type. Donc on veut le faire à fond. On essaye de travailler en collaboration avec plein de personnes, que ce soit des historiens ou même Gabriela qui nous a aidé à la composition de cette toile, ou Kenzie Riboulet aussi, qui est un chercheur assez important, un jeune gars français, voilà. Donc on a fait ça de manière collégiale. C'est pas un projet qui nous appartient. Ça va être un projet assez long dans le temps, je pense, et qui va rassembler pas mal de personnes. C'est très pop, enfin c'est pop culture quoi. Ouais, totalement. Moi, justement, je le sais doublement. Genre étant normand, c'est un clin d'œil aussi à la tapisserie de Bayeux. Ouais, c'était la grande influence du début. C'était donc la tapisserie de Bayeux, qui est une tapisserie qui a été faite il y a à peu près 1000 ans pour célébrer l'invasion normande de l'Angleterre. Donc c'est une tapisserie qui fait une trentaine de mètres et qui est exposée à Rouen, je crois, maintenant. C'est les Normands, les Vikings. Ouais, les Normands, les Vikings qui ont envahi donc l'Angleterre. Guillaume le Conquérant, le bâtard. Guillaume le Conquérant, et ça parle de manière chronologique de cette invasion. Donc c'est un peu la première bande dessinée de l'humanité. Et on a voulu s'inspirer de ce modèle chronologique, donc qui part de gauche à droite. Et donc Mossy l'a fait. Ça a mis pas mal de temps pour le faire, pas mal de réunions. Il a travaillé comme un fou. En plus, il a eu un enfant entre les deux. Je sais pas comment il a fait. Félicitations. Donc tout s'est passé. Ça a été court, mais on a réussi à le faire. Donc on est assez satisfait. Et on pense que que ça va être très intéressant. Donc j'invite les gens, quand ils viennent à Barcelone, de voir l'expo permanente de Mossy sur la grande histoire du cannabis. Ok, toi, t'en penses quoi alors? Moi, je suis énervé. J'ai suivi le projet. J'ai eu la chance de pouvoir suivre le projet de loin et de le voir évoluer. Et là, de pouvoir le contempler, c'est quelque chose, quoi. Ouais, écoute, on va essayer de développer cette histoire sur plusieurs formats. Donc, sans doute des livres et un documentaire sur lequel on bosse, là. Donc voilà, on a pas mal d'espoir pour ce projet parce qu'on pense que ça manque. Ouais, il y a eu beaucoup d'écriture en amont. Oui, il y a eu beaucoup d'écriture, d'études. T'as aussi archivé pas mal exactement, d'images, tout ça. Donc c'est très intéressant, quoi. Ça, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, chaque pays a un peu son histoire, sa légende, ses figures, les mauvais, ceux qui ont fait les premières prohibitions. Ceux qui ont... c'est assez incroyable. Donc,
Et toi, ton parcours jusqu'à, en fait, qu'est-ce qui t'a mené, tu vois, à cet état d'esprit, en fait, et dans le cannabis, quoi. Tu peux nous faire un petit. Moi, un j'ai petit travaillé parcours ton statut. Ouais, écoute, moi j'ai commencé à travailler dans le théâtre où je faisais des installations. Enfin, je faisais des créations lumière. Après, j'ai travaillé pas mal de temps dans la musique. Donc, finalement, toute ma vie, j'ai été autour de gens qui étaient créatifs, ou moi-même, il fallait l'être un peu. Je me suis lancé après dans le cannabis en pensant que vraiment que le cannabis allait être légal très, très rapidement. Moi, mon père est hollandais, ma mère est canadienne, donc j'ai vraiment vécu dans ce monde-là. J'ai été éduqué en France et j'avais la certitude que ça allait être légal très rapidement, donc je me suis planté. Et j'ai dû me réfugier en Espagne pour pouvoir un peu ouvrir ce genre d'établissement, pour pouvoir participer de manière un peu plus active à ce grand mouvement. Puis là, j'essaye de rejoindre un peu tout ça, le côté créatif et en même temps le militantisme cannabique et le rapport un peu avec les membres quotidiennement, avec les gens. Et donc voilà, ouais. Garder un rapport éthique. Ouais, ça reste un club. On est très proche des gens ici. On est très proche des membres, comme des artistes ou de Gabriella. On essaie vraiment de travailler de manière collégiale, de manière très naturelle. Donc voilà, c'est un club social. Le mot social a vraiment son importance ici. Moi, ça fait 7 ans que je travaille de cette manière. On n'a jamais sacrifié, on va dire, le social pour le fric, comme certains clubs peuvent le faire à Barcelone, faute de législation et tout ça. C'est peut-être ce qui justifie que vous êtes toujours là après le Covid. Ouais, je pense aussi. Ouais, contrairement à beaucoup, quoi. Ouais, on a bénéficié. On a déjà été sous surveillance plusieurs fois. Mais les policiers, de leur propre bouche, nous avaient dit qu'on était un bon club. Voilà, donc ça nous a fait plaisir quand même. Que ça vienne de la police, c'est encore plus bizarre. Mais Non, mais voilà, moi j'ai pu le constater, même ça faisait plaisir de voir les sociaux le soir du vernissage pour moi aussi, qui était. C'est leur club aussi, quoi. Et eux sont les premiers spectateurs de toute l'évolution et de la mutation du lieu. Où, moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de pouvoir t'aider comme je le pouvais depuis la naissance un peu du projet. Et ça a vachement changé, quoi. Ça s'est fait petit à petit, comme on n'a pas vraiment généré d'argent. Il n'y avait pas de bœuf, quoi. Moi, j'étais dans le club, on était là, il n'y avait pas de. Moi, je suis un peu arrivé ici. Il fallait que je parte de France. J'avais cramé tous mes jokers. Donc, je suis venu ici un peu, pas désespéré, mais plus motivé que désespéré. Mais les désespoirs n'étaient pas loin non plus. Comme beaucoup de gens en France qui sont dans le milieu cannabique. Moi, je me considère vraiment comme un réfugié cannabique. Je pense que j'avais pas le choix que de me casser et de participer à ça. Donc, quand je suis venu ici, j'avais beaucoup d'envie et en tout cas d'expérience dans ce genre d'établissement. Donc, oui, j'ai commencé de rien. Et puis tu suivais déjà les oui, moi en fin de compte, Dominique, en fin de compte, je le suivais dès que ça a commencé à son histoire à péter, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Toutes ses pérégrinations, ses aventures, ses galères, ses coups de gueule, et bon, je l'ai trouvé très courageux. Donc il a gagné mon respect à l'époque. Donc je suis content qu'on ait pu l'inviter à cette histoire, à laquelle il participe aussi, à son niveau, avec ses moyens. Mais bon, c'est un gars courageux. Ouais. Donc, dans l'histoire du cannabis en France, je pense que c'est une figure. Donc, l'avoir ici, c'était un honneur et un plaisir. Donc, je pense qu'il est grave à sa place. C'est partagé. Honneur partagé. Le parcours ouais, c'est génial ce qu'il a fait. Mais il avait raison, il n'avait pas d'autre solution. En France, il a bien fait de s'exiler politiquement, enfin, cannabiquement en Espagne, c'est génial. Et ce qu'il a fait là, moi, je suis enchanté et honoré d'être là. Non, c'est génial, ouais. Écoute, on fait et toi, Ben, que j'ai rencontré il y a pas mal d'années aussi. Voilà. C'est que des rencontres cannabiques, totalement. Donc voilà, le cannabis fait bien les choses quand même. Ces espaces, c'est pour ça, c'est pour partager, non? Alors ce club, vraiment, c'est un espace pour des activistes et pour les gens du quartier. Et c'est ce qu'on peut sentir, non, dans l'espace. Ouais, je suis assez fier et satisfait du travail accompli. C'est un grand plaisir au quotidien. Donc,
Et puis ce projet, je pense que va donner encore plus de vie à ce projet. Ça va lui donner un peu plus d'oxygène. Et puis je pense qu'on va sortir un peu du club, on va exposer ce travail un peu dans les villes qui nous accueilleront, dans les organisations. Donc on espère bien, on espère bien voyager et puis présenter ce projet. On espère être bien appuyé par des historiens pour que ce projet soit le plus sérieux possible, le plus scientifique possible d'une certaine manière. L'histoire est une science. Et donc voilà, on espère bien tourner. C'est un projet qui est populaire, divertissant, intéressant à la fois, et c'est le prolongement un peu du travail d'énormément de gens, pas seulement du mien, mais donc on espère que ça aidera un peu au débat. Ah bah c'est clair, enfin, je pense que en tout cas c'est plein d'initiatives, mais déjà on peut tous te féliciter, je peux tous vous féliciter, merci d'être là et pour le parcours de chacun. Et moi, Steph, que je connais depuis des années, et de voir qu'un projet comme ça puisse aboutir, c'est toujours, comme on dit, la réalité, c'est toujours mieux que. Enfin, la fiction dépasse. La réalité, là. Non, la réalité dépasse au final la fiction. Tu vois, genre, au final, ouais. Là, c'est l'effet du cannabis. C'est mon premier podcast, en live. Je sais pas comment c'est différent. À quel niveau. Non, c'est le premier. Moi, ça me fait super plaisir d'être là. C'est le premier podcast qu'on fait à huis clos. D'habitude, on est en live. C'est plus autour de la musique. Et des sujets la région parisienne. Des sujets de société aussi. Par contre, donc de la drogue, de la dépénalisation, légalisation, les mœurs en fait. Donc, on en parle. Mais là, c'était l'occasion aussi de pouvoir en parler un peu plus sérieusement et puis avec des acteurs légitimes et au devant de la scène. Et donc, merci en tout cas de votre participation. La crème, dédicace à la crème Gracia. Merci pour l'accueil. Quand vous voulez, quand vous voulez, c'est aussi votre club. Quand vous voulez revenir, c'est libre. Et pour le mot de la fin, je voulais dire aussi, on voulait faire cette émission pour prouver qu'en fait, quand on s'organise, quand on met du temps et du talent dans des missions dans lesquelles on croit, on peut faire avancer les choses. Donc vous êtes l'exemple de ça. Et si ça peut donner de la force aux gens qui vont regarder, c'est aussi le but, quoi. Très bon mot de la fin. Je sais même pas si on est sur le mot de la fin. En tout cas, on est sur niveau batterie. Bon le technicien la batterie. Ouais. Bon voilà. Alors tout cas, peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Non, merci à toi pour cette discussion autour du cannabis qui était vraiment bien. Merci Gabriella, merci Stéphane, c'est un bon moment. Oui, merci à vous tous, c'est un plaisir d'être ici, très intéressant. Il faut continuer à faire ça, à en parler. Voilà. Ton prochain rendez-vous important avec le parti la Lucia Verde. On se présente à la mairie, aux municipalités, on se présente à Barcelone, à Madrid, à Navarra et à Guecho. Alors l'idée c'est de continuer après aux autonomiques, au pré-national et on veut aller aussi en Europe. Parce que c'est en Europe où il faut travailler. C'est là, c'est ce que je dis. Il faut vraiment au niveau européen qu'on s'unisse. Exactement. Pour arriver à mettre déjà pas se faire leurrer avec des modèles qui seraient trop capitalistes. Vraiment défendre un projet au niveau européen, que le droit à l'autoproduction, je pense qu'on est tous d'accord. Exactement. C'est déjà c'est déjà respecter la culture intellectuelle que de laisser les gens cultiver leur propre. Maintenant, on a décidé qu'au niveau européen, là en décembre, comme l'ONU d'ailleurs au mois de décembre aussi 2022, on a décidé que la politique des drogues devait s'axer sur les droits humains, les droits de l'homme, la liberté. Mais c'est ça maintenant. Nous, l'Europe, on est dans un état de... D'ailleurs, l'ONU a reconnu qu'un monde sans drogue n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une avancée incroyable, ça, justement. On en parlera au prochain épisode. Voilà. La crème Gracia. Donc, merci les gars. Merci à toi. Merci. Donc t'invites les gens. Quand ils sont à Barcelone, de venir voir cette expo permanente qui va évoluer avec le temps, parce qu'il va faire on travaille sur énormément de nouveaux tableaux, de nouveaux personnages. Donc c'est une expo vivante qui va évoluer assez rapidement. Donc n'hésitez pas quand vous êtes dans le coin. Et allez checker également le projet de la rencontre de deux artistes. Et qui a aussi fait partie de l'initiation de ce grand projet.
Le L'album. Blundetto, ouais, L'album c'était notre premier projet culturel, on va dire, dans le club, Blundetto. Donc, ça remonte il y a déjà quelques années, mais c'était notre premier projet. Et c'est un projet qui nous tient à cœur et qui a encore une vie. C'est un peu la playlist du club, mais ça a été créé par Blundetto, qui est un artiste qu'on adore ici au club. Moi, je sais la Donc avec Jérôme Caron, Black Joy. Donc n'hésitez pas à écouter, c'est disponible sur YouTube, on peut tous l'écouter gratos et c'est un peu de l'esprit du club. Spotify, ouais, c'est par là. Ça s'appelle Good Good Things de Blundetto, donc voilà. Moi, c'est grave à vie, ça a accompagné voilà, la naissance de mon fils. Ça nous a accompagnés dans ce merveilleuse. Moi, ça m'a accompagné aussi dans pas mal d'événements. Et c'est un truc. C'est un tour du monde en plus. C'est World. Bon, on peut tous l'écouter. C'est un peu comme être au club, un peu n'importe où. Et en tout cas, c'est une part de l'âme. Je pense du club et du mouvement, parce que ça parle beaucoup de cannabis. Ça parle de beaucoup de choses positives. C'est très très bien produit. Et Max Blundetto, qui était donc Blundetto de Radio Nova, mais qui a tout lâché, qui a fait son kiff et qui le fait très bien, quoi. Donc dédicace à toi, Max, si tu veux. Merci à vous encore pour ce son. Ouais. Allez. Et on a oublié Léo. Léo, viens ici. Come and hear my soul again. I wanna find your sky. Come and see that time has changed. Everything is quiet now. 'Cause in this life I've been living, yes, I'm trying so hard to keep my dreams and my feelings away from the dark. Hands up to the sky, I wanna fly. Oh, hands up to the sky, I wanna fly. For those who claim that my love is in vain, that I should